Pauvre femme de chambre, elle protégea la mère du millionnaire d'une gifle. La vengeance qui s'ensuivit fut incroyable. Personne dans ce grand salon doré ne s'attendait à ce que ce soit la femme de chambre, celle au tablier gris et aux mains cailleuses, qui osa arrêter la main de l'homme le plus puissant de la ville. Mais ce qui arriva ensuite ébranla les fondations mêmes de son empire. Le grand salon de réception de l'hôtel particulier de Valois était cette nuit-là la chose la plus proche du paradis que Valentine Dubois eût vu en ses 26 ans de vie. 400 bougies blanches brûlaient suspendues dans des lustres en cristal qui pendaient du plafond comme des constellations piégées dans le verre. Les fleurs, gardénias, roses blanches, orchidées couleur ivoire, emplissaient l'air d'un parfum si dense qu'on aurait presque pu le mâcher. Les tables étaient dressées de nappes en lin brodé et sur elles brillaient des coupes en cristal de bohême qui capturaient la lumière et la renvoyaient convertie en minuscules arcs-en-ciel. Valentine n'était pas une invitée, elle ne l'avait jamais été. Elle faisait partie du paysage invisible qui rendait possible tant de beauté. Celle qui arrangeait les centres de table avant l'arrivée des maîtres. Celle qui ramassait les verres vides avant que quelqu'un ne les remarque. Celle qui existait au bord du luxe d'autrui sans jamais vraiment le toucher. Elle travaillait depuis 4 mois à l'hôtel particulier de Valois. 4 mois à apprendre les couloirs de marbre, les noms des pièces, les goûts de chaque membre de cette famille si distante et si compliquée. 4 mois à observer, à se taire, à sourire quand c'était nécessaire et à disparaître quand c'était plus opportune. Cette nuit-là, cependant, quelque chose dans l'air était différent. C'était le 50e anniversaire de mariage de Monsieur Étienne de Valois, décédé il y a 3 ans, et Madame Colette, sa veuve, avait insisté pour le célébrer malgré tout. Étienne l'aurait voulu ainsi, avait-elle dit de cette voix douce mais ferme que Valentine avait appris à respecter profondément. Il aimait les réunions, il aimait voir la famille réunie. Et je ne laisserai pas son absence effacer ce que nous avons construit. Madame Colette avait 74 ans, les cheveux entièrement blancs relevés en un chignon élégant, et des yeux ambrés qui gardaient encore la clarté de quelqu'un qui avait bien vécu et avec intention. Elle portait ce soir-là un tailleur beige, avec des détails dorés aux poignets, discret, cher, plein de dignité, et marchait appuyé sur une canne en bois sombre qui ressemblait plus à un sceptre qu'à un besoin médical. Valentine l'admirait en silence. C'était difficile de ne pas le faire. La maîtresse de maison avait été gentille avec elle dès le premier jour. Lorsque Valentine était arrivée avec son nouvel uniforme, encore avec le pli du sac et les nerfs marqués sur la mâchoire, « Ne te fige pas, ma fille », lui avait dit Madame Colette avec un sourire espiègle. « Les plats lourds sont les seuls qui peuvent te faire du mal ici. » Et elle avait ri seule de sa propre blague, d'un rire authentique qui avait touché Valentine directement en plein cœur. Mais les de Valois n'étaient pas seulement Madame Colette, il y avait aussi ses enfants. Antoine de Valois avait 33 ans, le genre de visage que les magazines mondains qualifiaient d'attirant avec un grand A, et un sourire que Valentine avait appris à lire avec précision dès la première semaine. Quand il était réel, ce qui arrivait rarement, il était charmant. Quand il était faux, ce qui arrivait presque toujours, il avait le tranchant d'un scalpel. C'était le 2e fils qui était resté en ville, tandis que son frère aîné partait à l'étranger, celui qui gérait les affaires familiales depuis la mort du père, celui qui signait les chèques et prenait les décisions et convoquait les réunions avec les avocats. Et c'était aussi celui qui traitait sa mère comme un problème administratif en attente de résolution. Valentine l'avait remarqué dès le début, avec cette capacité d'observation que développent ceux qui doivent lire l'ambiance avant de parler. Les silences tendus au petit déjeuner, les instructions qu'Antoine donnait sur la maison sans consulter Madame Colette, les documents qui apparaissaient sur le bureau de la maîtresse de maison avec un stylo posé dessus et une pression implicite. La façon dont il la regardait parfois quand il pensait que personne ne le voyait, avec une impatience à peine dissimulée, comme quelqu'un qui attend d'hériter de quelque chose qu'il considère sien depuis trop longtemps. Cette nuit-là, la tension était plus dense que le parfum des gardénias. Valentine l'apercevait alors qu'elle circulait parmi les invités avec son plateau de verre, maintenant la bonne posture, le juste sourire, les yeux attentifs. Elle avait appris à se déplacer ainsi, présente sans être remarquée, utile sans être mémorisée. C'était un art qu'elle avait perfectionné en des années de travail, depuis ses 14 ans, quand elle commença à nettoyer des maisons dans son quartier, en passant par ses 6 ans, quand elle obtint son premier emploi formel dans un restaurant du 6e arrondissement, jusqu'à ses 22 ans, quand elle entra au service domestique de maisons de haut standing. Elle connaissait ce monde mieux que beaucoup de ses habitants. La réunion avait bien commencé. Les invités arrivèrent à l'heure, des hommes d'affaires, de vieilles connaissances de la famille, quelques politiciens de second rang que Valentine reconnut aux nouvelles. Et Madame Colette les reçut tous avec cette grâce tranquille que seule confère la fréquentation du même type de personnes pendant 50 ans. Antoine fut à ses côtés les 2 premières heures, souriant du sourire juste, donnant les étreintes précises.
étant l'hôte que l'occasion exigeait. Mais à 22, quelque chose changea. Valentine ne sut pas ce qui fut le premier. Peut être le troisième whisky qu'Antoine se servit sans que personne ne le lui propose, peut être l'appel qu'il reçut et qui le fit sortir du salon pendant 20 minutes, la mâchoire serrée, peut être une conversation qu'il entendit et qui altéra son humeur d'une manière que l'alcool amplifia ensuite. Ce qui est certain, c'est que, lorsqu'il revint au salon, il était une autre personne. Valentine le vit chercher sa mère parmi les groupes d'invités. Il la trouva parlant avec Maître Bernard, un vieil avocat ami de la famille près de la fenêtre principale. Madame Colette avait le visage animé, les mains en mouvement alors qu'elle racontait une histoire, probablement sur Monsieur Étienne, sur un voyage ou un projet des premières années, et sa voix parvenait par fragments chaleureux au-dessus de la musique. Antoine s'approcha en ligne droite, sans s'arrêter pour saluer, sans attendre. « Maman » dit-il d'une voix qui se voulait discrète, mais que Valentine entendit parfaitement de là où elle se trouvait, à environ 6 mètres. « J'ai besoin de te parler maintenant. » Madame Colette leva une main douce sans interrompre sa conversation. « Tout de suite, mon fils, laisse-moi finir avec Bernard. » Ce fut ce geste, ce petit geste d'attente, si naturel, si humain, qui alluma quelque chose chez Antoine. « J'ai dit maintenant » répéta-t-il, et cette fois la voix ne prétendait à rien. C'était un ordre. Maître Bernard fit un pas discret en arrière. Le premier territoire cédait de la nuit. Madame Colette se tourna vers son fils avec une expression qui mêlait la patience à quelque chose de plus dur, de plus profond. « Antoine, je suis chez moi, à ma fête, en train de parler avec mon ami. Tu peux attendre 5 minutes. » Ce qui se passa ensuite dura moins de 3 secondes. Valentine vit tout avec une clarté que le temps ne lui effacerait jamais. La mâchoire d'Antoine se contractant, le verre serré dans la main droite, jusqu'à ce que les jointures blanchissent, le moment où le bras commença à bouger vite, décidé, dans l'arc incomparable de quelqu'un qui va frapper. Elle ne pensa pas. La pensée vint après, quand il était déjà trop tard pour regretter. Sa main sortit avant que le cerveau ne donne aucune instruction. Elle lâcha le plateau. Les verres tintèrent mais ne tombèrent pas, miraculeusement équilibrés sur une petite table voisine. Et elle fit 2 pas rapides, et sa paume se referma autour du poignet d'Antoine au point exact où la vitesse du coup était maximale. Elle l'arrêta en l'air. Le salon entier se paralysa. Ce ne fut pas un silence graduel de ceux qui s'installent quand les gens remarquent petit à petit que quelque chose se passe. Ce fut immédiat et total, comme si quelqu'un avait coupé le son d'un coup. La musique continua. Le quatuor à cordes dans le coin mit 3 mesures de plus à s'en rendre compte, mais toutes les conversations, tous les rires, tous les mouvements s'arrêtèrent en même temps. Orienté vers ce point du salon où une jeune fille en tablier gris tenait en l'air la main d'Antoine de Valois. Valentine ne le lâcha pas, le regarda droit dans les yeux. Il n'y avait pas de rage dans son expression. La rage était un luxe qu'elle avait appris à ne pas s'offrir. Mais il y avait quelque chose qui était être plus difficile à soutenir. Un calme absolu, sans excuse, sans peur, sans le moindre signe qu'elle pensait bouger. Antoine la regarda comme s'il ne parvenait pas à traiter ce qu'il voyait, comme si l'univers entier avait commis une erreur de logique fondamentale et qu'il était le seul à s'en être rendu compte. Une femme de chambre. Une femme de chambre lui tenait le bras dans sa propre maison, devant 400 bougies et 80 invités, et le portrait de son père accroché au-dessus de la cheminée. « Lâche-moi » dit-il si bas que seule Valentine, Madame Colette et Maître Bernard l'entendirent. Valentine ne bougea pas. « Lâche-moi » répéta-t-il. Et cette fois, la voix avait quelque chose de différent, la texture spécifique de quelqu'un qui essaie de ne pas exploser en public. « Avec plaisir » dit Valentine, à voix basse mais claire, « quand vous baisserez votre bras. » Madame Colette à ses côtés ne dit rien. Elle avait la main posée sur l'avant-bras de Valentine, non pas pour l'écarter, mais comme quelqu'un qui touche pour remercier de quelque chose que les mots ne suffisent pas à exprimer. Et ses yeux couleur ambre étaient fixés sur son fils avec une expression que Valentine ne parvint pas entièrement à déchiffrer. C'était de la tristesse, oui, mais c'était aussi quelque chose de plus ancien et de plus dur. C'était la reconnaissance de quelque chose qu'elle savait être depuis longtemps, et qui, cette nuit-là, avait simplement acquis un nom. Antoine baissa le bras. Valentine le lâcha. Pendant un instant, personne dans le salon ne respira. Ce fut le quatuor à cordes qui rompit le silence, reprenant la mélodie avec la maladresse de musiciens qui ne savent plus quoi faire. Puis vinrent les murmures, d'abord doux, puis plus audibles, et le bruit des verres qui se levaient, et des conversations qui reprenaient avec cette énergie nerveuse qu'ont les gens lorsqu'ils ont été témoins de quelque chose qu'ils ne savent pas encore comment commenter. Antoine ne regarda plus sa mère, il regarda Valentine, et dans ce regard, long, froid, dénué de toutes les couches sociales qu'il avait portées toute la nuit, il lui dit avec une clarté absolue ce qui allait suivre. Ce n'était pas des mots, c'était une promesse. Valentine l'a reçue sans ciller car en 4 mois de travail dans cette maison, elle avait appris beaucoup de choses sur les de Valois.
et l'une des plus importantes était que les hommes comme Antoine n'oubliaient pas et ne pardonnaient pas, mais non plus, et c'était ce qu'ils ne savaient pas encore d'elle. Ils pardonnaient à ceux qui avaient raison. Madame Colette serra doucement son bras une fois de plus avant de se tourner vers ses invités avec un sourire serein, comme si rien ne s'était passé, comme si le monde entier ne venait pas de prendre un petit mais irréversible tournant. « Quelqu'un veut du champagne », dit-elle d'une voix parfaitement stable, et Valentine ramassa son plateau du sol, arrangea les verres qui miraculeusement ne s'étaient pas cassés et retourna à son travail les mains complètement fermes et le cœur battant à 200. Valentine ne dormit pas cette nuit-là. Ce n'était pas la peur exactement qui l'empêchait de fermer les yeux. Ou ce n'était pas seulement la peur, c'était cette étrange clarté qui arrive parfois après avoir fait quelque chose d'irréversible. La certitude que le monde qui existait avant ce moment n'existe plus et que le nouveau n'a pas encore de nom ni de forme définie. Un limbo lumineux et terrifiant à la fois. Sa chambre était petite et se trouvait dans l'aile de service, au 3e étage de l'hôtel particulier, 4 carrés mètres avec un lit simple, un bureau en bois clair, une armoire étroite et une fenêtre donnant sur le jardin arrière. Par cette fenêtre parvenait l'odeur de terre mouillée et de glycine sauvage, et d'autres nuits cette odeur la calmait. Cette nuit, non. Elle resta allongée sur le dos, les yeux ouverts, écoutant les bruits de la maison se vider petit à petit. Le dernier invité qui saluait, les pas du personnel ramassant les derniers restes de la fête, la voix de Madame Geneviève, la chef de service, donnant des instructions dans le couloir avec ce ton bas et efficace qu'elle avait même à minuit. Puis le silence, et dans le silence l'attente. Valentine en savait assez du monde pour savoir qu'Antoine de Valois n'était pas de ceux qui laissaient passer les choses. Elle l'avait observé pendant 4 mois avec cette attention soutenue qui est à la fois un privilège et une nécessité pour ceux qui travaillent près du pouvoir. Les patrons remarquent rarement leur personnel, mais le personnel remarque toujours ses patrons. Elle avait vu comment Antoine traitait les fournisseurs qui ne respectaient pas les délais, les employés qui commettaient des erreurs, les associés qui osaient le contredire en réunion. Elle avait vu cette mâchoire se contracter, cette voix devenir plus basse et plus coupante à la fois, ce sourire se transformer en quelque chose qui avait la forme d'un sourire, mais aucune de ses propriétés. Elle savait ce qui allait arriver. Ce qu'elle ne savait pas, c'était quand. La réponse arriva à 7 du matin. Valentine avait réussi à s'endormir à peine quelques heures avant l'aube et les coups à la porte. 3 coups secs, sans attendre, la réveillèrent le cœur déjà battant avant que le cerveau n'ait fini de traiter où elle se trouvait. Elle s'habilla vite, avec des mains plus calmes qu'elle ne l'espérait, et ouvrit. C'était Marc, un des aides d'Antoine, jeune, sérieux, avec cette expression de quelqu'un qui exécute des ordres sans en prendre la responsabilité. « Monsieur Antoine vous attend dans son bureau » dit-il, sans bonjour, sans rien de plus. « J'arrive » répondit Valentine. Le bureau d'Antoine se trouvait au rez-de-chaussée, au fond du couloir principal, une grande pièce aux murs de bois sombre, une bibliothèque occupant tout le mur du fond, et un bureau en chêne massif faisant office de tranchée. Antoine était debout quand Valentine entra, non assis, ce qu'elle interpréta comme une décision délibérée. Debout, on a plus de hauteur, plus de présence, plus de domination de l'espace. Elle le regarda sans baisser les yeux. Il la regarda sans aucune des couches qu'il avait portées la veille. À la lumière du matin, sans l'alcool et sans les invités, Antoine était plus intimidant que dans le grand salon doré. Non parce qu'il criait, il ne criait pas, mais précisément parce qu'il ne le faisait pas. Sa voix, lorsqu'il parla, était parfaitement contrôlée, presque cordiale, avec cette froideur spécifique de ceux qui ont appris que le ton tranquille est frais, plus que le ton élevé. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Je suppose que oui », répondit Valentine. « Bien. » Il fit 2 pas autour du bureau sans s'approcher trop. « Ce qui s'est passé hier soir est inacceptable. Vous avez pris une liberté qui ne vous appartient pas, dans un domaine qui ne vous concerne pas, devant des personnes dont l'opinion compte. Cela ne peut être laissé impuni. » Valentine attendit. « Votre contrat prend fin aujourd'hui, » continua Antoine. « Nous vous paierons le mois complet, bien que vous n'ayez techniquement pas travaillé. C'est plus que ce que vous méritez, mais je préfère que les choses soient réglées de manière ordonnée. Marc vous aidera à récupérer vos affaires. » Le silence qui suivit dura environ 3 secondes. « Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda Antoine du ton de quelqu'un qui n'attendait en réalité aucune réponse. « Oui, » dit Valentine. Il cligna presque imperceptiblement des yeux. « Ce que j'ai fait hier soir, je le referai, » dit-elle. Et sa voix ne tremblait pas. « Si quelqu'un lève la main sur une personne âgée, sur n'importe quelle personne, et que je suis là, j'interviendrai. Peu importe qui lève la main. » Antoine l'observa un long moment, le genre de moment où l'on peut voir quelqu'un décider quelle version de soi-même il va montrer. « Intéressant, » dit-il finalement. « Gardez ce courage pour votre prochain emploi. Si tant est que vous en trouviez un, vous pouvez vous retirer. » Valentine acquiesça une fois et sortit dans le couloir. La porte se refermant derrière elle, elle respira profondément
et laissa les battements de son cœur retrouver leur rythme. Ses genoux ne tremblaient pas, ce qui était bon signe, ses mains non plus. Bien. Elle monta à sa chambre et commença à plier ses vêtements en silence. Ce qu'Antoine n'avait pas calculé, c'était sa mère. Madame Colette fut informée de la situation à 8h30 du matin, lorsque Madame Geneviève, qui travaillait dans cette maison depuis 22 ans et avait ses propres loyautés très clairement réparties, l'en informa en lui apportant le thé du petit déjeuner. Valentine était encore en train de faire ses bagages lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir. La canne d'abord, puis les chaussures, un rythme qu'elle reconnaissait déjà parfaitement. La porte s'ouvrit sans frapper au préalable. Madame Colette entra dans la petite chambre avec la même prestance que si elle était entrée dans une salle de bal. Elle regarda la valise entr'ouverte sur le lit. Elle regarda Valentine, qui s'était arrêtée, une chemise pliée dans les mains. « Laisse ça, dit-elle. »« Madame, j'ai dit de laisser ça. » Valentine laissa la chemise. Madame Colette ferma la porte derrière elle et s'assit au bord du lit. La seule chaise était occupée par la valise avec le calme précis de quelqu'un qui a pris une décision et ne fait que vérifier que les détails sont en ordre. « Mon fils t'a dit que tu partais ?»« Oui, madame. »« Et tu lui as dit oui ?» Valentine hésita. « Pas exactement, mais quelle autre option ai-je ? C'est lui qui gère la maison. » Madame Colette leva une main d'un petit geste définitif. « Cette maison s'appelle de Valois, parce que mon mari l'a construite avec mon nom de famille inclus, et tant que je serai en vie, personne ici ne signera un seul ordre de licenciement sans que je le sache et que je l'approuve. » Elle fit une brève pause. « Je ne l'approuve pas. » Valentine la regarda. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Antoine va. » Monsieur Antoine, interrompit Madame Colette d'un ton qui avait la texture spécifique de quelqu'un qui s'est tu depuis longtemps, va apprendre qu'il y a une différence entre gérer les affaires d'une famille et gérer la famille elle-même. Elle se leva à l'aide de sa canne, lentement, mais sans hésitation. Défait tes bagages. La conversation entre Madame Colette et Antoine eut lieu ce même matin dans le grand salon et Valentine ne la vit pas directement, mais la maison entière la ressentit. Les bruits parvenaient amortis par les murs, et pourtant, Valentine, qui était dans la cuisine aidant à préparer le petit déjeuner de la maîtresse de maison sur instruction directe de Madame Geneviève, put distinguer les tons, sinon les mots. Antoine, élevé, contrôlé dans la forme, mais pas sur le fond. Madame Colette, basse, constante, sans céder un pouce. Cela dura 40 minutes. Quand ce fut fini, Marc apparut à la porte de la cuisine avec une expression qui était moitié surprise et moitié quelque chose que Valentine ne parvint pas entièrement à nommer. « Madame dit que votre chambre est toujours la vôtre, dit-il. » Valentine sentit. « Merci. » Marc resta une seconde de plus que nécessaire, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Puis il s'en alla. La victoire, cependant, ne fut pas gratuite. Ce même midi, Antoine convoqua Madame Geneviève dans son bureau et lui donna de nouvelles instructions. Des instructions que Madame Geneviève transmit à Valentine cet après-midi-là, avec une expression qui mêlait l'inconfort à la loyauté divisée de celle qui sert 2 maîtres, qui vont soudainement dans des directions différentes. « Monsieur dit que vous ne travaillerez plus à l'intérieur de la maison. » Valentine fronça les sourcils. « Comment ? À partir de demain, vos fonctions sont externes. Jardin, garage, entrepôt, sans accès aux pièces principales, sans servir à la salle à manger, sans être présente à aucun événement social. » Valentine traita cela en silence. « Et Madame Colette sait cela ?» Madame Geneviève baissa légèrement la voix. « Monsieur l'a présenté comme une réorganisation du personnel, pas comme une punition. Je comprends. Ça va ?» Valentine regarda par la fenêtre de la cuisine vers le jardin arrière avec ses glycines magenta et sa fontaine de pierre, et le figuier commençait à perdre les dernières feuilles de la saison. « Oui, dit-elle. Ça va. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais ce n'était pas tout à fait faux non plus. Le jardin avait au moins le ciel. Ce que personne dans cette maison ne savait, ni Antoine, qui la voulait invisible, ni Madame Geneviève, qui la voulait tranquille, ni même Madame Colette, qui la voulait protéger. C'était que Valentine Dubois portait en elle quelque chose que les 4 mois passés dans cet hôtel particulier avaient nourri en silence. Ce n'était pas de la rage, bien que la rage existât. Ce n'était pas de l'orgueil, bien que l'orgueil fût également là. C'était quelque chose de plus patient et de plus dangereux, la mémoire des détails. Valentine avait le genre d'esprit qui enregistre sans effort ce que la plupart des gens écartent. Les conversations dans les couloirs, les papiers laissés sur les bureaux quand personne ne s'attend à ce que le personnel sache lire, les noms mentionnés à voix basse lors des appels téléphoniques, les dates, les chiffres, les contradictions entre ce qui est dit en public et ce qui est fait en privé. 4 mois d'invisibilité avaient été, sans que personne ne le prévoie, 4 mois d'archivage et 7 archivages. Cette nuit-là, tandis que Valentine rangeait les outils de jardin dans l'entrepôt sombre et écoutait la maison s'installer dans sa routine nocturne,
commença à révéler son véritable poids. Il y avait des choses qui ne collaient pas dans l'administration qu'Antoine faisait des biens familiaux, de petites choses au début, un nom sur une facture qui ne correspondait pas, un virement mentionné dans un appel et qui n'apparaissait pas dans les registres visibles, mais qui, ensemble, formaient un schéma. Et les schémas. Valentine le savait depuis qu'elle avait appris à lire le monde au lieu de seulement l'habiter. Ils ne mentent pas. Elle n'en savait pas encore assez pour savoir exactement ce qu'Antoine était en train de faire. Mais elle savait qu'il faisait quelque chose, et elle savait aussi que tôt ou tard cela allait compter. Ce fut cette même semaine, le jeudi après-midi, que Madame Colette l'appela à l'intérieur de la maison pour la première fois depuis la réorganisation, non par Madame Geneviève, non par Marc, directement avec cette voix douce et précise que Valentine reconnaîtrait partout. « Valentine, entrez !» La chambre de Madame Colette était la plus grande de l'hôtel particulier. Des fenêtres allant du sol au plafond, des rideaux de soie couleur crème, une coiffeuse ancienne avec un miroir ovale qui renvoyait la lumière de l'après-midi en ton doré. La maîtresse de maison était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, les mains croisées sur les genoux et cette posture droite qu'elle maintenait même quand personne ne regardait. « Fermez la porte. » Valentine obéit. « Asseyez-vous s'il vous plaît. »« Madame, je... » « Asseyez-vous, Valentine. » Elle s'assit au bord du fauteuil en face d'elle, les mains sur les genoux. Madame Colette la regarda un instant, non pas avec le regard d'évaluation qu'utilisent les maîtres pour jauger le personnel, mais avec quelque chose de différent, de plus direct, de plus horizontal, comme quelqu'un qui regarde une personne dont il a besoin de savoir s'il peut entièrement se fier. « Je veux te demander quelque chose, » dit-elle, « et j'ai besoin que tu me répondes la vérité, même si la vérité est inconfortable. »« Oui, madame. » « Qu'as-tu remarqué dans cette maison ?» Valentine ne répondit pas immédiatement. Elle pesa le poids de la question, ses couches, ce que cela impliquait que Madame Colette la pose. « À quoi vous référez-vous exactement ?» demanda-t-elle avec prudence. Madame Colette inclina légèrement la tête sur le côté. « À ce qui se passe avec mon argent, dit-elle, et avec mes papiers, et avec les décisions prises, sans me le dire. » Le silence qui suivit avait une qualité différente de tous les silences précédents de cette semaine. C'était un silence de seuil, le genre de silence qui existe juste avant que quelque chose ne passe d'un côté à l'autre et ne puisse plus revenir. Valentine respira et commença à parler. Parler fut plus difficile que Valentine ne l'avait imaginé. Non pas qu'elle manquât de mots, elle les avait. Ordonnés avec cette précision méticuleuse qu'elle avait cultivée pendant des mois d'observation silencieuse, mais parce que les dire à voix haute, c'était les transformer en quelque chose de réel. Tant qu'ils restaient gardés en elle, ce n'étaient que des soupçons, des intuitions, des schémas que être son esprit avait construit à partir de coïncidences sans lien réel. Mais au moment où elle les prononça devant Madame Colette, la porte fermée et la lumière du soir tombant dorée entre les rideaux de soie, ils cessèrent d'être des intuitions pour devenir des accusations. Et une accusation contre le fils de la femme, assise en face de vous a un poids très spécifique, un poids qui ne disparaît pas, même si la femme acquiesce et vous demande de continuer. Valentine parla pendant 20 minutes. Elle lui raconta l'histoire de la facture du fournisseur d'équipements industriels qu'elle avait vue sur le bureau ouvert d'Antoine, une fois qu'elle était entrée pour nettoyer, sans savoir qu'il n'était pas là. Le nom de l'entreprise ne correspondait à aucun des fournisseurs que le personnel connaissait et le montant était considérable. Elle lui raconta l'appel qu'elle avait entendu par inadvertance depuis le couloir. Un mardi après-midi, Antoine marchant de long en large dans son bureau, la voix plus basse que d'habitude, où il mentionna un nom, Barrientos, et une date, et quelque chose concernant des signatures en attente qui devaient être réglées avant que la situation ne se complique davantage. Elle lui raconta l'histoire des avocats qui visitaient la maison avec une fréquence qui avait augmenté au cours des 2 derniers mois, se réunissant toujours uniquement avec Antoine, apportant toujours des dossiers qui repartaient fermés et revenaient ouverts. Elle lui raconta aussi l'enveloppe. Ce détail particulier était celui qui l'avait le plus inquiété, car c'était le plus difficile à expliquer par une justification innocente. 3 semaines plus tôt, alors que Valentine rangeait les livres de la bibliothèque, une tâche qui lui avait été assignée précisément parce qu'elle était considérée comme insignifiante, loin des espaces où se déroulaient les choses importantes. Elle trouva entre 2 volumes d'histoire économique une enveloppe manille fermée avec le nom de Madame Colette, écrit à la main sur la couverture. Pas le nom complet, juste Colette, de l'écriture d'Antoine, que Valentine connaissait des mémos internes parfois laissés sur les tables. Elle ne l'ouvrit pas, mais elle le remarqua. Et elle remarqua aussi que lorsqu'elle revint 3 jours plus tard pour finir le travail de la bibliothèque, l'enveloppe n'était plus là. Madame Colette écouta tout sans interrompre, avec cette quiétude qu'ont les personnes habituées à recevoir des informations difficiles, sans laisser leur visage trahir leur intérieur. Ce n'est qu'à la fin, lorsque Valentine eut terminé, et que le silence s'installa entre elles deux, que la maîtresse de maison ferma les yeux un bref instant. « Depuis combien de temps supportes-tu tout cela ?» demanda-t-elle.
Depuis le 2e mois, plus ou moins. Et tu n'as rien dit? Ce n'était pas ma place, madame. Madame Colette ouvrit les yeux et Valentine identifia en eux, après un instant, quelque chose. Ce n'était pas de la surprise, c'était une confirmation. Le genre de confirmation qui fait mal précisément parce que le doute existait déjà avant et que maintenant il a simplement un témoin. « Merci de me l'avoir dit », dit madame Colette. « Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ce que vous voudrez. Pour l'instant, ne dis rien à personne, ni à Geneviève, ni à Marc, ni à personne du personnel. Peux-tu faire cela? Oui. Bien. » Elle se leva lentement avec sa canne. « Et Valentine? »« Madame, soyez prudente. » Ce que Valentine ne sut pas avant plus tard, quand les pièces commencèrent à s'assembler avec cette brutalité spécifique qu'à la vérité quand elle se construit d'un coup, fut que cette conversation avec madame Colette avait eu un témoin. Pas dans la chambre, dans le couloir. Marc était passé devant la porte fermée au mauvais moment, ou peut être au bon moment, selon le point de vue. Il n'avait pas entendu le contenu. Les murs de cet hôtel particulier étaient épais, et madame Colette parlait à voix basse, mais il avait vu la porte fermée, le temps écoulé, et en avait tiré ses propres conclusions. Et ces conclusions arrivèrent ce soir-là au bureau d'Antoine. Le vendredi se leva nuageux avec ce ciel couleur ardoise qui à Paris annonce la pluie pour midi et la tient sans faute. Valentine sortit tôt dans le jardin, comme il convenait à ses nouvelles fonctions, et se mit à tailler les rosiers du côté droit avec une concentration qui était moitié travail réel et moitié bouclier. Tandis que ses mains faisaient quelque chose de concret, son esprit pouvait traiter en paix. Ce fut Gérard qui apparut par le portail latéral à 9 du matin avec son uniforme de gardien légèrement de travers et un thermos de café qui était clairement pour tous les deux. Gérard Fournier, Gérard pour tous à l'hôtel particulier, gardait l'entrée principale de la propriété de Valois depuis 11 ans. Il avait 52 ans, un ventre généreux qu'il décrivait comme une réserve d'énergie pour les urgences, la moustache la plus honnête du monde occidental, et une philosophie de vie qui se résumait en 3 principes: ne pas se mêler de ceux qui ne le regardaient pas, boire son café suffisamment chaud et être loyal à qui le méritait. Valentine le méritait, à son avis. Il l'avait décidé dès la première semaine, quand elle fut la seule du personnel à lui demander son nom complet au lieu de l'appeler simplement le gardien. « J'apporte des renforts », annonça-t-il en levant le thermos. « Tu es un ange, Gérard. C'est ce qu'on me dit. » Il s'assit sur le bord du chemin de pierre avec la désinvolture de quelqu'un qui fait partie du paysage depuis des années. « Comment vas-tu? Après tout ce qui s'est passé mercredi. »« Bien. Mensonge. » Valentine sourit malgré tout. « Bien. Dans la mesure du possible. C'est déjà plus honnête. Il lui tendit levere du thermos. » Dis, Valentine, je dois te dire quelque chose, et je ne sais pas si ça va te plaire. Elle le regarda. « Marc a passé la journée d'hier à poser des questions sur toi, sur ce que tu faisais l'après-midi, avec qui tu avais parlé. » Il fit une pause. « Tu sais pour qui Marc travaille quand il ne joue pas au portier. » Valentine acquiesça lentement. « Je sais. Et rien. Je n'ai rien fait de mal. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de mal, ma fille. Il s'agit qu'il y a des gens dans cette maison qui, si tu les vois respirer dans la mauvaise direction, ont déjà un problème avec toi. » Gérard enveloppa ses mains autour du thermos et la regarda avec cette gravité qui apparaissait en lui quand il cessait d'être le personnage comique et devenait simplement un homme qui avait vu beaucoup de choses. « Fais attention. » « Oui, Madame Colette m'a dit la même chose hier soir. Alors écoute, Madame Colette, car dans cette maison, c'est la seule qui ait la tête bien faite. » La pluie arriva exactement à midi, comme l'avait promis le ciel du matin, et Valentine dut se réfugier dans le grand entrepôt sur le côté du jardin, en attendant qu'elle se calme. C'était un espace ordonné et sec, avec des étagères métalliques où étaient rangés les outils de jardinage, les pièces de rechange du système d'irrigation et plusieurs cartons de matériaux que personne n'avait ouverts depuis des mois. C'est là, assise sur un banc de bois, la pluie frappant le toit en tôle, que son esprit commença à organiser ce qu'elle savait. C'était une habitude qu'elle avait depuis l'enfance, lorsqu'elle vivait dans le petit appartement du quartier de Belleville, avec sa mère et sa grand-mère, et que les problèmes, nombreux et fréquents, devaient être organisés pour ne pas devenir un chaos qui écraserait tout. Sa grand-mère Solange lui avait appris « Les problèmes sont comme le linge sale, ma fille. Si tu les laisses traîner, ils forment une montagne, et tu ne peux même plus entrer dans la chambre. Il faut les plier, les empiler, et savoir ce que tu as. » Valentine plia et empila ce qu'elle avait, des soupçons concrets sur des mouvements financiers irréguliers, une facture vue sans pouvoir la photographier, un appel entendu sans pouvoir l'enregistrer, une enveloppe disparue, des schémas de comportement cohérents sur 4 mois et, depuis hier soir, la confirmation implicite de Madame Colette qu'elle aussi avait des doutes. Ce qu'elle n'avait pas, c'était des preuves, rien de tangible, rien de vérifiable,
rien qui puisse tenir devant les avocats qu'Antoine avait déjà de son côté. Ce dont elle avait besoin, c'était d'accès et de temps. Deux choses qu'Antoine venait de réduire considérablement en la déplaçant au jardin. Ce qu'elle avait en sa faveur, c'est qu'Antoine la considérait comme un problème résolu. Les hommes qui croient avoir résolu un problème avaient appris Valentine, cesse d'y prêter attention. Et quand ils cessent d'y prêter attention, le problème, s'il est patient, peut se déplacer. Cette nuit-là, tandis que la pluie continuait et que le jardin sentait la terre et le pétrichor mêlé au jasmin trempé, Valentine sortit le petit carnet qu'elle gardait dans la poche intérieure de sa veste, un carnet à spirale de ceux que l'on achète dans n'importe quelle papeterie avec la couverture bleue usée, et elle commença à écrire. Elle n'écrivait pas un journal intime. Elle n'avait jamais trouvé utile d'enregistrer ses sentiments. Les sentiments vivaient déjà dans le corps sans besoin d'archivage. Ce qu'elle écrivait était autre chose. Date, nom, détail. La facture, date approximative, nom de l'entreprise, montant estimé. L'appel, jour, heure. Les mots exacts dont elle se souvenait, l'enveloppe, description, date à laquelle elle l'avait vu, date à laquelle elle avait disparu. C'était peu, mais c'était quelque chose. Et quelque chose de bien gardé et bien utilisé pouvait croître. Le lundi de la semaine suivante, tout changea de nouveau. Valentine était dans le jardin arrière, arrangeant le système d'irrigation près du mur de glycine. Lorsqu'elle entendit des voix sur la terrasse donnant sur le jardin, Antoine et l'un de ses avocats, le plus jeune, celui qui arrivait toujours avec un porte-document noir et une cravate bleu marine, ne criait pas, il parlait du ton de deux personnes discutant de quelque chose d'urgent qu'ils ne voulaient pas que personne d'autre n'entende. Ce qui signifie qu'ils parlaient à peine plus bas que la normale, suffisamment pour croire que personne ne les entendait, mais pas assez pour que ce soit vrai. Valentine continua de travailler sur l'irrigation, avec ses mains, les yeux sur les tuyaux, les oreilles sur la terrasse. Tu ne peux pas continuer à attendre, Antoine. Si ta mère ne signe pas avant le 30, la fenêtre se ferme et nous perdons tout ce que nous avons structuré. Je sais. Et qu'est-ce qu'elle dit? Une pause. C'est difficile. Difficile ou impossible? Difficile. Il y a encore du temps. 2 semaines, ce n'est pas du temps, c'est un compte à rebours. L'avocat baissa encore plus la voix, et Valentine dut se concentrer. Elle persiste avec cette idée de consulter Aurélien? Aurélien n'est pas là pour l'instant, mais si elle l'appelle, elle ne l'appellera pas. La voix d'Antoine avait cette certitude spécifique de quelqu'un qui a pris des mesures pour empêcher que quelque chose ne se produise. Je m'en occupe. Comment? Je m'en suis déjà occupé. L'avocat ne répondit pas immédiatement. Puis, Antoine, j'ai besoin que tu me dises exactement ce que tu as fait, parce que s'il y a quelque chose qui puisse, j'ai dit que je m'en étais déjà occupé. Longue pause. C'est bon. Mais le 30, c'est le 30. Je sais. Pas sur la terrasse. La porte vitrée s'ouvrant et se fermant. Valentine continua l'irrigation. Ses mains ne tremblèrent pas, mais dans sa tête, une pièce manquante venait de trouver sa place. Il y avait quelqu'un d'autre, un frère aîné, Aurélien, qui était à l'étranger, et qu'Antoine, d'une manière qui n'était pas encore claire, avait réussi à tenir hors de portée de sa mère. Elle sortit le carnet bleu. Cette nuit-là, elle écrivit le nom Aurélien de Valois, et en dessous la question à laquelle elle devrait répondre. Où est-il? Et pourquoi ne sait-il pas ce qui se passe ici? Ce fut sa grand-mère Solange qui lui vint à l'esprit cette nuit-là, quand tout était déjà obscur et que la pluie s'était enfin arrêtée et que le jardin sentait la terre propre. Sa grand-mère était morte quand Valentine avait 6 ans, mais sa voix restait l'une des plus présentes en elle, une voix petite et ferme de femme qui avait élevé 3 enfants seule après être devenue veuve à 34 ans, qui avait lavé le linge d'autrui pendant 20 ans sans perdre sa dignité, qui savait exactement combien le monde pèse, et l'avait dit à sa petite fille sans fioriture ni cruauté, seulement avec la clarté spécifique de l'amour, l'amour qui ne ment pas. Le monde n'est pas juste, Valentine, tu le sais déjà, mais il a des fissures, et par les fissures la lumière entre, même un petit peu. Apprends à voir les fissures. Valentine regarda le carnet bleu. Les fissures étaient là, il suffisait de savoir par où commencer. Madame Colette empira le mardi. Ce ne fut pas un effondrement dramatique. Ce n'était pas le genre de femme qui se permettait ce genre de choses, mais quelque chose de plus silencieux et, pour cette raison, plus inquiétant. Valentine arriva au jardin arrière à 7 du matin et vit que les rideaux de la chambre de la maîtresse de maison, qui normalement étaient déjà ouverts à cette heure car Madame Colette était matinale par conviction, étaient toujours fermés. À 9, Madame Geneviève sortit avertir le personnel que la maîtresse de maison ne descendrait pas déjeuner. À 10h30 arriva le médecin, le docteur Leclerc, un homme mince et sérieux aux lunettes à monture d'écaille, qui visitait l'hôtel particulier mensuellement pour le contrôle de routine. Mais cette fois, personne ne l'avait appelé à l'avance. Il arriva sur instruction, directe d'Antoine, ce qui en soi était une information que Valentine enregistra et garda.
Gérard le lui confirma à l'heure du déjeuner de son ton habituel, mais avec quelque chose de plus calme en dessous. Le médecin resta 1h30. Il sortit avec un visage impassible. Le visage que l'on affiche quand les choses ne vont pas bien, mais qu'on a été payé pour ne le dire à personne. Tu sais ce qu'elle a? Rien qu'elle n'ait pas déjà, selon Antoine. Gérard but une gorgée de café. Mais tu sais comment ça marche. Rien de nouveau peut signifier beaucoup de choses, selon l'ancienneté de ce qui existait déjà. Valentine mangea en silence le reste du déjeuner. Cet après-midi-là, tandis qu'elle taillait la haie latérale avec des ciseaux à manche vert qui avaient besoin d'être aiguisés, mais qui étaient ceux qu'elle avait, elle prit une décision. C'était une décision qui, elle le savait, pourrait lui coûter cher si elle tournait mal, mais le coup de ne pas la prendre commençait à peser plus lourd que le coup de la prendre. Elle avait besoin de parler à Madame Colette à nouveau. L'opportunité arriva d'une manière que Valentine n'avait pas calculée, mais qui, rétrospectivement, lui parut inévitable. Ce même après-midi, à 18, Madame Geneviève lui demanda d'apporter un plateau de tisane à la camomille et de biscuits au beurre à la chambre de la maîtresse de maison, car le reste du personnel avait d'autres occupations, et elle-même était de toute façon en route pour le jardin. Valentine monta le plateau. Elle frappa 3 fois doucement avec les phalanges. Entrée. La chambre de Madame Colette était dans la pénombre. Les rideaux restaient partiellement fermés, laissant entrer seulement une bande de lumière du soir qui tombait sur le tapis persan couleur lit de vin. La maîtresse de maison était assise sur le lit, appuyée sur plusieurs coussins, avec une robe de chambre couleur écrue et les cheveux défaits. C'était la première fois que Valentine la voyait ainsi, détendue et moins apprêtée. Et bien que sa posture restât droite, il y avait quelque chose de différent en elle, une sorte de poids qui n'était pas là avant. Valentine. Il n'y avait pas de surprise dans sa voix, seulement de la reconnaissance. « Je vous ai apporté le thé, madame. Posez le plateau sur la table de chevet. » Elle le fit. Et puis, parce que Madame Colette ne dit rien de plus, et parce que le silence avait une texture d'invitation, elle resta debout près du lit. « Asseyez-vous, » dit finalement la maîtresse de maison en désignant la chaise. Valentine s'assit. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Dehors, dans le jardin, on entendait le vent se mouvoir parmi les glycines, ce son doux et constant qui, à Valentine, avait commencé à ressembler à la voix propre de l'hôtel particulier. « Antoine veut m'interner », dit Madame Colette. Les mots tombèrent dans la chambre avec une précision terrible, sans détour, sans construction préalable, juste le fait, dit sur le même ton que l'on annonce la météo. Valentine ne parla pas. Il dit que c'est pour mon bien, que j'ai besoin de soins spécialisés qui ne peuvent être prodigués à la maison. Une pause, que je perds la mémoire. « Et vous perdez la mémoire ?» demanda Valentine avec prudence. Madame Colette la regarda avec quelque chose qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être de l'humour. « Valentine, quand m'as-tu vu pour la dernière fois oublier le nom de quelqu'un? Perdre le fil d'une conversation ou confondre une date? Jamais. Correct. Le silence revint, mais différent. Maintenant avec plus de poids spécifique. A-t-il des papiers? Un diagnostic médical? Demanda Valentine. Le docteur Leclerc a signé un rapport. La voix de Madame Colette ne changea pas de ton, mais ses mains sur les couvertures se serrèrent légèrement. Un rapport que je n'ai vu que ce matin quand Antoine me l'a montré et qui ne correspond en rien à ce dont le docteur et moi avons parlé en 2 ans de consultation. Le docteur Leclerc est mon médecin depuis 12 ans. Pause. Mais il est le médecin que Rodrigo a recommandé depuis 3 ans, quand l'ancien a pris sa retraite. Valentine traita cela en silence un instant. Que dit exactement le rapport? Détérioration cognitive modérée avec épisode de désorientation temporelle. Elle le dit de mémoire avec la précision de quelqu'un qui a relu quelque chose plusieurs fois cherchant l'erreur, ce qui est suffisant, selon les avocats d'Antoine, pour engager une procédure de mise sous tutelle légale. Tutelle. Si je suis déclaré légalement incapable d'administrer mes propres biens. Madame Colette ne termina pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Valentine comprit parfaitement. Il ne s'agissait pas seulement d'interner Madame Colette. Il s'agissait de lui retirer la capacité légale de prendre des décisions concernant son argent, son héritage, les documents qui nécessitaient encore sa signature et qui, selon la conversation que Valentine avait entendue depuis le jardin, devaient être signés avant le 30. « Combien de temps avez-vous » demanda-t-elle. « Pour la procédure légale formelle, des mois. Mais Antoine n'a pas besoin de la procédure formelle s'il obtient que je signe volontairement le transfert de pouvoir. » Madame Colette but une gorgée de thé lentement. « Et si je ne signe pas volontairement, il a besoin de la procédure. Et pour la procédure, il a besoin de plus d'évaluations médicales. Et pour ces évaluations, il a déjà le médecin de son côté. Le jardin à l'extérieur continuait de bouger au vent. Valentine pensa au nom qu'elle avait écrit dans son carnet bleu 3 jours auparavant. « Madame, dit-elle, quand avez-vous parlé pour la dernière fois à Aurélien ?» Madame Colette posa la tasse sur la table de chevet
avec une quiétude qui était en soi une réponse. « Il y a 2 mois, dit-elle. Il m'a appelé de Copenhague. Il m'a dit qu'il avait des problèmes de connexion Internet et qu'il lui serait difficile de communiquer pendant un certain temps. Une pause. Depuis lors, ses appels vont directement sur ma boîte vocale. Ses courriers électroniques restent sans réponse. Et quand j'ai demandé à Antoine de me trouver un numéro alternatif pour le contacter, il m'a dit qu'Aurélien était sur un projet très exigeant et qu'il réapparaîtrait quand il le pourrait. Et vous le croyez ? La réponse tarda. Je l'ai cru pendant 6 semaines, dit Madame Colette. Après, j'ai cessé de le croire. Pourquoi 6 semaines ? Parce qu'en 6 semaines, Aurélien ne m'a jamais laissé sans nouvelles plus de 10 jours d'affilée en toutes les années où il a été absent. Depuis qu'il avait 22 ans et qu'il est parti étudier à Madrid, il a toujours appelé, toujours. Sa voix ne se brisa pas, mais quelque chose en elle se tendit, comme une corde proche de sa limite. Aurélien ne m'a pas oublié. Aurélien ne sait pas ce qui se passe ici, et cela ne peut signifier qu'une seule chose, que quelqu'un l'a empêché de le savoir. Oui, Valentine passa cette nuit dans l'entrepôt, non pas parce qu'on l'y avait envoyé. Sa chambre était toujours la sienne, comme Madame Colette l'avait décrété, mais parce qu'elle avait besoin de réfléchir dans un espace où personne ne la chercherait. L'entrepôt avait une vieille chaise en bois près de la petite fenêtre, et de là, elle pouvait voir le jardin éclairé par les lumières de sécurité, un rectangle vert et silencieux qui, la nuit, semblait sorti d'une autre dimension. Elle ouvrit le carnet bleu, écrivit tout ce que Madame Colette lui avait raconté avec la même précision qu'elle avait enregistré tout ce qui précédait. Le rapport médical, le nom du docteur Leclerc, la tutelle, la date du 30, le blocage de communication avec Aurélien. Puis elle traça une ligne horizontale au centre de la page et écrivit d'un côté ce qu'Antoine a, de l'autre ce que nous avons. Du côté d'Antoine, un médecin signataire, des avocats, le contrôle administratif de la maison, le temps qui coule en sa faveur et la conviction que Madame Colette était seule. Du côté d'elle, la mémoire de Valentine, le carnet, la lucidité intacte de Madame Colette et la possibilité, encore seulement une possibilité, de trouver Aurélien. Ce n'était pas une balance équilibrée, mais ce n'était pas non plus une défaite. Les fissures, lui dit la voix de sa grand-mère Solange d'un endroit en elle. Apprends à voir les fissures. Le mercredi, Valentine commit ce qui, de l'extérieur, aurait pu ressembler à une erreur, et qui, de l'intérieur, fut une décision calculée. Elle entra dans le bureau d'Antoine, non pas la nuit, non pas furtivement. Elle entra à 11h du matin avec un seau et une serpillière, comme si cela faisait partie de sa routine de nettoyage. Elle savait qu'Antoine avait une réunion externe jusqu'à 14h. Gérard l'avait mentionné sans savoir que cela importait et que Marc serait au garage pour la révision de la voiture. La fenêtre de temps était petite, suffisante. Le bureau sentait le vieux bois et le papier. Cette odeur spécifique des lieux où l'on prend des décisions et où l'on conserve des registres. Valentine nettoya les surfaces avec des mouvements lents et des yeux vifs. Le bureau était ordonné. Antoine était méticuleux. Autre information utile. Mais sur le tiroir latéral, il y avait un dossier marron avec l'entête d'un cabinet d'avocats que Valentine reconnut, Barrientos et Associés. Le même nom de famille que l'appel qu'elle avait entendu des semaines auparavant. Elle n'ouvrit pas le dossier, mais lut ce qu'elle pouvait voir sur la feuille supérieure qui dépassait légèrement du bord. C'étaient des colonnes de chiffres et dans l'entête, en petits caractères mais lisibles, le nom d'une société immobilière, Domaine de Provence, SC, société civile, et en dessous, entre parenthèses, constituée au nom de CV, en attente de ratification notariale. C.V. Colette de Valois, veuve de quelque chose. Les initiales de Madame Colette. Une société immobilière constituée au nom de Madame Colette. Sans que Madame Colette le sache. Valentine sortit du bureau avec le seau, la serpillière, et cette information gardée sous double clé quelque part dans son esprit où les choses importantes ne bougent pas. Elle le dit à Madame Colette cet après-midi-là. La maîtresse de maison reçut l'information sur le même ton que tout le reste, sans s'effondrer, sans élever la voix, avec ce calme que Valentine reconnaissait déjà comme la manière spécifique dont Madame Colette traitait les choses qui la blessaient profondément. « Immobilière Domaine de Provence », répéta-t-elle. « C'est ce que j'ai lu. Étienne avait des terrains en Provence. » Elle fit une pause. Une partie de l'héritage qui n'a pas encore été formellement distribuée. Les terrains les plus précieux. Et si Antoine a constitué une entreprise en votre nom pour le transférer sans que vous le remarquiez, il lui faudrait votre signature ou une signature qui y ressemble. Le silence qui suivit fut le plus lourd de tous ceux qu'elles avaient partagés. Madame Colette se leva lentement de sa chaise, alla à la coiffeuse et ouvrit le tiroir inférieur. Elle sortit une enveloppe de papier épais couleur crème, avec son nom écrit sur le devant à l'encre noire. Elle l'attint un instant avant de la donner à Valentine. « Ouvrez. » À l'intérieur, il y avait 3 feuilles. Valentine les lut attentivement.
C'étaient des documents de transfert de propriété, spécifiquement des terrains du domaine de Provence, au nom de la société qu'elle venait de lire dans le bureau. Et au bas de la dernière feuille, à l'emplacement de la signature de Colette de Valois, il y avait une signature qui n'était pas celle de Madame Colette. Elle lui ressemblait beaucoup, mais ce n'était pas la même. « Quand cela est-il arrivé ?» demanda Valentine. « Hier dans mon courrier normal, comme si c'était une lettre ordinaire. » Madame Colette reprit l'enveloppe avec une fermeté qui était à la fois vieillesse et force. « Je crois que c'était pour que je la signe sans poser de questions, en croyant que c'était quelque chose de déjà résolu, ou pour que vous voyiez qu'ils avaient déjà une signature prête et que le processus ne dépendait pas de votre volonté. » Madame Colette la regarda. « Quel âge as-tu, Valentine ?»« 26. » Elle le répéta doucement, comme si le chiffre lui disait quelque chose. « Tu parais plus âgé. C'est que j'ai eu une bonne maîtresse. » La maîtresse de maison soutint son regard une seconde, puis quelque chose dans son expression changea. Elle ne s'adoucit pas exactement, mais s'ouvrit un peu, comme une porte qui s'entr'ouvre pour laisser voir qu'au-delà, il y a quelque chose qui en vaut la peine. « J'ai besoin que tu m'aides à retrouver Aurélien, » dit-elle. « J'y pensais déjà. Tu as un moyen ?» Valentine pensa à Gérard, à ses 11 ans au portail, au nombre de personnes qui passaient par ce portail et qui laissaient parfois des cartes, des numéros, des informations. Elle pensa au carnet bleu, elle pensa aux fissures. « Je vais en trouver un, » dit-elle. Et Madame Colette, pour la première fois de toute cette semaine difficile et grise, laissa échapper quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. Elle ne sourit pas exactement, mais presque. Retrouver Aurélien de Valois s'avéra plus facile que Valentine ne l'espérait et en même temps plus compliqué qu'elle n'aurait voulu. Le facile, Gérard, 11 ans au portail d'un hôtel particulier de haut standing, produit un nombre surprenant de contacts. Pas des contacts élégants, pas des avocats, ni des hommes d'affaires, ni des gens de l'agenda social des de Valois, mais des contacts réels, chauffeurs, messagers, techniciens de maintenance, assistants personnels des familles voisines, personnel d'agences de voyage qui venaient déposer des confirmations sous pli cacheté, des gens invisibles comme Valentine qui voyaient et se souvenaient de choses que les maîtres ne sauraient jamais avoir été observées. Ce fut précisément l'un de ces contacts, Georges, le chauffeur de la famille Arriaga, qui vivait 3 propriétés plus loin dans la même rue, qui donna à Gérard l'information dont ils avaient besoin. Aurélien de Valois était revenu en France. Pas cette semaine, pas le mois précédent, il y a exactement 12 jours. 12 jours, répéta Valentine, quand Gérard le lui dit le jeudi matin, le thermos de café à la main et une expression de celui qui vient de résoudre une énigme sans avoir complètement compris la question. 12 jours. Georges le sait parce qu'il l'a vu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, par pur hasard, quand il est allé chercher les Arriaga de voyage. Il dit qu'Aurélien est arrivé seul avec une valise moyenne et qu'il semblait fatigué, mais bien. Savez-vous où il est? Non. Mais il dit que quelqu'un à l'aéroport l'a entendu parler au téléphone, français, sans accent européen, donc il est de retour depuis un moment, où il est venu avant à un moment donné, et qu'il a mentionné le nom d'un hôtel, le Bristol, dans le 8 arrondissement. Valentine garda l'information. « Et le compliqué ?» demanda Gérard en la lisant, avec la facilité de qui la connaissait déjà suffisamment. « Le compliqué, dit Valentine, c'est que si Aurélien est en France depuis 12 jours et n'est pas venu voir sa mère, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêché ou qu'il a des raisons propres que nous ignorons. Et l'une ou l'autre option change la manière dont il faut lui parler. » Gérard acquiesça lentement. « Et c'est toi qui vas parler ?» Valentine y réfléchit pendant exactement 3 secondes. Oui, le compliqué s'avéra être aussi ce que Valentine n'avait pas calculé. Retrouver Aurélien de Valois en personne exigeait de quitter l'hôtel particulier à un horaire qui ne correspondait à aucune de ses fonctions actuelles, sans qu'Antoine ou Marc ne le remarquent, et d'arriver à un hôtel du 8 arrondissement qui se trouvait à 40 minutes en métro et 10 autres à pied. Le samedi était le jour avec le moins de surveillance. Antoine avait des engagements sociaux l'après-midi. C'était une constante comme une horloge dans cette habitude. Marc l'accompagnait toujours, et le reste du personnel avait l'après-midi libre entre Trizet et Dixept. Valentine demanda la permission à Madame Geneviève de sortir pour des démarches personnelles. Démarches à la banque, et j'ai besoin de quelques médicaments à la pharmacie. Madame Geneviève la regarda avec cette expression de celle qui sait parfaitement qu'il y a plus derrière ce qui est dit, mais qui a appris au fil de décennies de service que parfois la meilleure décision est de ne pas poser de questions. À Dixept, vous êtes de retour. À Dixept. Le Bristol était exactement le genre d'endroit que Valentine avait vu de l'extérieur pendant des années et jamais de l'intérieur. Une façade sobre en pierre de taille grise, des portiers en uniforme, des jardinières avec des arbres parfaitement taillés flanquant l'entrée, le genre d'hôtel qui n'a pas besoin de faire de publicité parce que sa clientèle sait déjà qu'il existe. Valentine entra d'un pas ferme de quelqu'un qui a le droit d'être là,
ce qui est la moitié de la bataille dans tout espace que l'argent réserve à ses propres. À la réception, elle dit à la jeune fille derrière le comptoir qu'elle venait déposer un message pour Monsieur Aurélien de Valois, qu'elle était de la famille de son employeuse et que Madame Colette de Valois lui envoyait un message urgent. Utiliser le nom de Madame Colette fut une décision qu'elle prit dans le métro en analysant les options. C'était un risque. Si Aurélien avait coupé la communication volontairement, s'il y avait des raisons que Valentine ignorait, ce nom pourrait tout clore. Mais si le problème était externe, si quelqu'un lui avait bloqué le contact avec sa mère, alors ce nom, c'était exactement la bonne clé. La jeune fille de la réception lui demanda d'attendre. Valentine attendit debout, sans s'asseoir, regardant le hall avec ses hauts plafonds et son éclairage chaleureux, et ses fauteuils en cuir couleur lit de vin qui devaient coûter plus de 3 mois de son salaire. Elle ne se sentait pas déplacée. Elle avait appris à ne se sentir déplacée nulle part, car ce sentiment ne servait qu'à ceux qui voulaient la tenir à l'écart, mais elle était consciente de chaque détail. 8 minutes passèrent, puis elle entendit des pas, et lorsqu'elle leva les yeux, Aurélien de Valois traversait le hall vers elle. La première fois que Valentine le vit en personne, au lieu de l'imaginer à partir des informations dispersées qu'elle avait collectées, ce qui la surprit le plus, ce ne fut pas sa taille, qui était considérable, ni sa ressemblance avec Madame Colette dans les yeux et la démarche, mais l'expression avec laquelle il arriva. Ce n'était pas l'expression circonspecte de quelqu'un qui s'attend à une tromperie, ni l'expression distante de quelqu'un qui vient par obligation. C'était l'expression de quelqu'un qui est vraiment alerte, qui attendait quelque chose sans savoir exactement quelle forme cela prendrait. Il avait 35 ans. Il portait des vêtements simples, un jean foncé, une chemise bleu marine sans cravate, des chaussures en cuir sans brillance excessive, avec cette négligence spécifique des gens qui pourraient mieux s'habiller, mais préfèrent ne pas le faire. Les cheveux châtain foncé, légèrement longs, une tension dans la mâchoire que Valentine reconnut. C'était la même tension qu'elle avait vue chez Madame Colette toute cette semaine. Les enfants ressemblent à leur mère par des choses qu'ils ignorent eux-mêmes. « Vous venez de la part de ma mère, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui, je m'appelle Valentine Dubois. Je travaille à l'hôtel particulier. Quelque chose traversa son expression. Depuis quand? 4 mois. Et ma mère vous a envoyé? Votre mère ne sait pas que je suis ici. Brève pause. Mais elle sait tout ce que je vais vous dire. Aurélien l'étudia un instant, non pas avec une méfiance hostile, mais avec la méfiance raisonnable de quelqu'un qui a appris à vérifier avant de faire confiance, ce qui, de l'avis de Valentine, était exactement la bonne attitude. « Voulez-vous prendre quelque chose ?» dit-il finalement. « Il y a un salon au fond qui offre plus d'intimité. Merci. » Ils parlèrent pendant 1h15. Valentine lui raconta tout dans l'ordre. La soirée de gala. La main d'Antoine arrêtée en l'air, l'ordre de licenciement et l'intervention de Madame Colette, le déplacement au jardin, la conversation avec la maîtresse de maison, les documents, le rapport médical du docteur Leclerc, l'immobilière Domaine de Provence, la signature, qui n'était pas la signature de Madame Colette. Aurélien écouta sans interrompre. Valentine s'était attendue à des questions constantes. C'était ce que faisaient les gens quand ils entendaient quelque chose de difficile. Interrompre pour confirmer qu'ils comprenaient bien. Mais Aurélien ne posa pas de questions avant qu'elle n'ait fini. Puis, il prit le verre d'eau qu'il avait devant lui, but lentement, et pendant un instant, regarda un point fixe sur le mur avec cette expression de quelqu'un qui est en train d'ordonner intérieurement une grande quantité d'informations. « L'hôtel », dit-il finalement. « Pardon, comment m'avez-vous trouvé ? Comment avez-vous su que j'étais ici ? Un contact du gardien de l'hôtel particulier vous a vu arriver à l'aéroport il y a 12 jours. » Quelque chose dans son expression changea. 12 jours. Oui. Savez-vous depuis combien de temps j'essaie de communiquer avec ma mère ? Sa voix ne monta pas de ton, mais le contenu de la question avait une densité spécifique. 3 semaines depuis que je suis arrivé en France. Appels qui vont sur la boîte vocale, messages sans réponse. J'ai essayé d'aller à la maison 2 fois. La première fois, Marc m'a dit que ma mère se reposait et ne pouvait recevoir de visite sur indication médicale. La seconde, le portail était fermé avec des instructions de ne laisser entrer personne ne figurant pas sur la liste autorisée. Valentine pensa à Gérard. « Vous avez parlé avec le gardien du portail ? Avec un autre, pas celui d'habitude. » Pause. « Gérard est toujours là ? » Oui. Gérard est toujours là. Une fraction de quelque chose qui aurait pu être du soulagement traversa son expression. « Ma mère ne sait pas que je suis en France, » dit-il, non pas comme une question, mais comme une confirmation de quelque chose qu'il savait déjà, mais qu'entendre de la bouche d'une autre personne rendait plus réel. Elle ne le sait pas. Antoine s'en est assuré. Oui. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était le silence de 2 personnes qui venaient de confirmer qu'elles regardaient le même problème sous le même angle, ce qui est le début de presque tout ce qui en vaut la peine. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Aurélien, non pas avec méfiance, mais avec une curiosité sincère. «
Vous travaillez dans cette maison, vous avez un contrat. Si Antoine découvre que vous êtes venu ici, il a déjà essayé de me licencier une fois, dit Valentine. Ça n'a pas marché. Aurélien la regarda. Pourquoi risquez-vous cela pour ma mère? C'était une question honnête, qui méritait une réponse honnête. Parce que la nuit où votre frère a levé la main sur elle, j'étais là, et il m'a semblé que je devais faire quelque chose. Elle fit une brève pause, et depuis cette nuit-là, chaque chose que j'ai découverte m'a convaincu davantage que quelqu'un doit faire quelque chose. Votre mère est une femme lucide, juste et complètement seule dans cette maison. Et ce qu'ils lui font est un vol. Et les vols me semblent mal, monsieur de Valois, indépendamment de qui vole qui. Aurélien la regarda un moment de plus. Puis il acquiesça avec la lenteur de celui qui acquiesce vraiment, non par politesse. Qu'avez-vous besoin de moi? J'ai besoin que vous entriez dans cette maison, dit Valentine. Et j'ai besoin que vous le fassiez avant le 30. Pourquoi le 30? Parce qu'Antoine a une date limite pour compléter le transfert des terrains. Et s'il ne le complète pas avant, quelque chose dans la structure légale qu'il a mise en place s'effondre. Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais qu'il est pressé, et les gens pressés commettent des erreurs. Aurélien traita cela. Et si Antoine me ferme l'accès à nouveau, Gérard sera au portail le dimanche matin. Valentine sortit de la poche de sa veste un papier plié en 4. C'est son numéro personnel. Appelez-le avant 8. Il vous laissera entrer. Aurélien prit le papier, le regarda. Et vous? Je serai au jardin comme toujours. Une pause très brève. Mais si quelque chose tourne mal, monsieur de Valois, gardez le papier et ne dites pas d'où vous l'avez eu. Aurélien plia le papier et le glissa dans la poche de sa chemise. Pourquoi me faites-vous confiance? Demanda-t-il. Vous ne me connaissez pas. Je connais votre mère, dit Valentine, et les enfants ressemblent à leur mère par des choses qu'ils ignorent eux-mêmes. Le retour en métro fut long et silencieux, avec le bruit du train en fond et la ville entière se mouvant autour de Valentine de cette manière simultanée et indifférente que Paris a toujours. Des millions de personnes vivant leurs propres histoires dans le même espace, sans rien savoir les unes des autres. Valentine arriva à l'hôtel particulier à 6h45, 15 minutes avant son heure limite. Madame Geneviève la regarda de la cuisine sans rien dire. Valentine accrocha sa veste au crochet de l'entrepôt, sortit le carnet bleu et écrivit une seule ligne. Dimanche. Aurélien entre. Puis elle ferma le carnet et attendit. Le dimanche se leva avec ce soleil d'octobre qui à Paris ne réchauffe pas complètement, mais convainc que oui. Un soleil poli, légèrement menteur, qui faisait que le jardin de l'hôtel particulier de Valois ressemblait à une carte postale. Valentine était dans le jardin depuis 6h30. Tailler les rosiers du côté nord n'était pas une tâche urgente. Elle les avait taillés à peine 40 jours auparavant, mais c'était l'excuse parfaite pour être exactement là où elle devait être. Avec vue directe sur le portail principal, à une distance raisonnable de l'entrepôt où elle pouvait disparaître si nécessaire, et suffisamment occupée pour que personne ne la questionne. Gérard arriva à sept précise. Comme tous les dimanches, il salua Valentine d'un signe de tête qui valait une conversation entière et prit sa place dans la guérite du portail avec le thermos de café. Et cette attitude d'homme qui est là depuis si longtemps qu'il fait déjà partie de l'architecture. À 8h15, le portail s'ouvrit. Aurélien de Valois entra à pied, sans voiture, avec le même pantalon foncé d'il y a 2 jours et une veste grise. Gérard le salua avec la chaleur spécifique de quelqu'un qui n'a pas vu celui qu'il aime depuis trop longtemps. Et pendant un instant, les 2 hommes se serrèrent la main de cette poignée qui, entre certains hommes, équivaut à une étreinte. Valentine continua à tailler. Aurélien traversa le jardin en direction de l'entrée principale, sans s'arrêter, sans regarder sur les côtés, d'un pas décidé de quelqu'un qui connaît le chemin par cœur. En passant près des rosiers du Nord, à pas plus de 3 mètres de Valentine, il s'arrêta à peine une fraction de seconde. Il ne dit rien. Elle non plus, mais dans ce silence de 3 secondes, tout un accord tint. Ce qui se passa à l'intérieur de l'hôtel particulier durant les 2 heures suivantes, Valentine le reconstruisit après, par fragments, à partir de ce que Gérard vit du portail, de ce que Madame Geneviève lui raconta par inadvertance cet après-midi-là, en se soulageant dans la cuisine, et de ce que Madame Colette elle-même lui décrivit cette nuit-là à voix basse depuis son fauteuil, près de la fenêtre. Aurélien arriva directement dans la chambre de sa mère. Madame Colette, quand elle ouvrit la porte et le vit, ne dit rien pendant près de 10 secondes. Puis elle l'embrassa avec cette force silencieuse des mères qui ont trop attendu et qui, quand elles ont enfin leur fils près d'elles, ne savent pas s'il faut pleurer, le réprimander ou simplement ne pas le lâcher. Aurélien la serra dans ses bras et, selon Madame Geneviève, qui passait par le couloir à ce moment-là et eut la discrétion de ne pas s'arrêter, mais pas celle de fermer complètement les oreilles, aucun des deux ne parla pendant un long moment. Antoine fut informé de la présence de son frère environ 40 minutes plus tard, lorsqu'il descendit prendre le petit déjeuner,
et trouva Marc l'attendant avec cette expression de celui qui a des nouvelles qu'il ne voulait pas donner. Ce qui suivit, Valentine ne l'entendit pas directement, mais l'énergie de la maison changea d'une manière perceptible même depuis le jardin. Ce type de tension qui filtre à travers les murs et modifie la température de l'air, qui fait que le personnel marche plus vite et en silence, et évite les couloirs principaux sans que personne ne le lui ait explicitement demandé. Antoine monta dans la chambre de sa mère. La conversation dura 20 minutes. Quand elle se termina, Antoine descendit seul. Valentine sut que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle vit Marc sortir par la porte latérale du jardin à 11h du matin, le téléphone à l'oreille, et cette démarche de celui qui reçoit des instructions urgentes en se déplaçant. Elle le suivit du regard sans bouger la tête. Autre art appris en des années à faire partie du paysage et le vit contourner le garage et disparaître par le couloir latéral qui menait à la sortie de service. 1 heure plus tard, tout s'effondra. Valentine rangeait les outils dans l'entrepôt lorsque Madame Geneviève ouvrit la porte avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Ce n'était pas l'inconfort habituel de la messagère de mauvaises nouvelles. C'était quelque chose de plus proche de la honte de quelqu'un qui est forcé de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. « Valentine, que s'est-il passé? J'ai besoin que tu viennes avec moi. »« Où » Madame Geneviève ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le sol un instant. « Monsieur Antoine veut vous voir dans le salon principal. Il y a des personnes qui veulent vous parler. » Valentine posa les ciseaux de jardin sur l'étagère d'un mouvement complètement contrôlé. Quel genre de personnes? Des policiers. Il y en avait 2, un en uniforme, l'autre en civil, avec une carte de la préfecture de police. Ils se tenaient dans le salon principal près de la cheminée que Valentine avait nettoyée exactement 18 fois en 4 mois. Et Antoine était assis dans le fauteuil principal, avec une expression de préoccupation si parfaitement construite que c'était presque une œuvre d'art. « Valentine Dubois » dit l'homme en civil, non pas comme une question. « Oui, nous vous accompagnons au commissariat. Il y a une plainte. » Valentine ne demanda pas de quel genre de plainte il s'agissait. Elle le savait déjà, ou du moins en connaissait les grandes lignes, ce qui était suffisant pour garder une voix stable et un corps immobile. « Puis-je demander de quoi je suis accusé? »« Vol au domicile. » Antoine ne la regarda pas directement. Il avait les yeux fixés sur un point neutre de la pièce, avec cette expression d'homme profondément peiné par ce qui se passe, mais qui n'a pas d'autre choix, ce qui est exactement l'expression qu'utilise quelqu'un qui a soigneusement planifié ce qui se passe et qui sait parfaitement qu'il a toutes les options du monde. « Qu'est-il dit que j'ai volé? » « Une somme d'argent liquide du bureau de Monsieur de Valois, » dit l'homme en civil, « et des documents confidentiels. Voilà, les documents. » Antoine avait trouvé un moyen de lier son entrée au bureau à quelque chose de concret, à quelque chose qui pourrait tenir devant une plainte formelle. Peu importait si c'était vrai. La plainte existait, et cela suffisait pour la retirer de la maison et l'éloigner de Madame Colette au moment le plus critique, le moment où Aurélien venait d'arriver, le moment où il restait encore des jours avant le 30. « Je comprends, » dit Valentine, et elle partit avec les policiers sans opposer de résistance, sans élever la voix, sans regarder Antoine, car elle avait déjà appris que la rage visible ne sert qu'à celui qui a le pouvoir de l'ignorer. Le commissariat sentait le mauvais café et le papier humide, et la salle d'attente avait des chaises en plastique orange qui avaient clairement été achetées un autre siècle. Valentine s'assit sur l'une d'elles, les mains sur les genoux, et attendit avec ce calme extérieur qui n'était pas une absence de peur, mais autre chose. La certitude, construite au cours d'une vie entière à résoudre des problèmes sans ressources, que la panique n'avait jamais résolu rien que la patience ne puisse mieux résoudre. Elle n'avait pas d'avocat, elle n'avait personne à appeler au sens formel du terme. Sa mère vivait dans la campagne près de Bordeaux et ne pourrait pas arriver avant 8 heures. Ses amis en ville étaient des collègues d'anciens emplois, des gens bien, mais sans ressources pour ce type de situation. Elle avait le carnet bleu qu'elle gardait dans la poche intérieure de sa veste. C'était tout. Et elle avait quelque chose de plus, ce qui lui traversa l'esprit tandis que le bruit gris du commissariat s'installait autour d'elle. Aurélien de Valois était dans cet hôtel particulier. Aurélien savait qu'elle était allée le chercher. Et si Aurélien était l'homme que sa mère lui avait suggéré qu'il était, et que Valentine, pendant l'heure et quart de conversation du samedi, avait commencé à croire qu'il était, il n'allait pas laisser cela se terminer ici. 1 heure passa, puis une autre. La bureaucratie d'une plainte pour vol domestique dans un commissariat de ville à ses propres rythmes. Aucun d'eux n'est urgent. Valentine affirma les choses qu'on lui présenta. Elle répondit aux questions avec la précision juste de quelqu'un qui ne ment pas, mais n'offre pas non plus que ce qu'on lui demande. Elle écouta les accusations formelles avec attention. Elle demanda quand elle pourrait parler avec un avocat commis d'office et reçut la réponse habituelle. Quand il y en aura un de disponible. Ce fut à 6h que les choses changèrent. L'officier en civil sortit de son bureau avec une expression que Valentine savait déjà lire, l'expression de quelqu'un à qui l'on vient de dire quelque chose d'inattendu
et qui est en train de traiter comment ajuster le comportement qu'il avait préparé. « Dubois, vous avez de la visite. » Aurélien entra dans la salle d'attente avec un homme que Valentine ne connaissait pas. Âgé d'une 60aine d'années, costume sombre, mallette en cuir véritable. Le genre d'avocat qui n'a pas besoin de se présenter, car sa présence le fait déjà. Aurélien la regarda une seconde. Dans son expression, il y avait quelque chose que Valentine mit un instant à identifier. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la culpabilité. Exactement. C'était quelque chose de plus proche de la détermination de quelqu'un qui vient de comprendre que la situation est plus grave que ce qu'il avait calculé et que cela signifie qu'il doit agir plus vite. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je vais bien. Maître Dubois est l'avocat de la famille. » Une très brève pause. « L'avocat de ma mère est le mien. » Maître Dubois parlait déjà avec l'officier en civil de ce ton de quelqu'un qui connaît le langage exact de chaque situation et l'utilise avec une efficacité chirurgicale. Valentine regarda Aurélien. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» Gérard. Un seul mot. Gérard l'a vu quand ils l'ont emmené et m'a prévenu immédiatement. Valentine pensa à la moustache honnête de Gérard, au thermos de café, aux 11 ans devant le portail. « Et votre mère va bien ?» Il est avec elle. Madame Geneviève fit une pause. « Valentine, oui. Quand vous sortirez d'ici, j'ai besoin que vous me racontiez tout ce que vous savez, avec des dates, des noms, des détails. » Sa voix était basse, mais complètement ferme, parce que ce que j'ai trouvé dans la chambre de ma mère ce matin, les documents, l'enveloppe, le rapport du médecin, c'est suffisant pour commencer, mais ce n'est pas suffisant pour finir. « J'ai un carnet », dit Valentine. Aurélien cligna des yeux. « Quel genre de carnet ?» Le genre qui a des dates, des noms et des détails. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait connu, quelque chose dans l'expression d'Aurélien de Valois se détendit d'un millimètre. Ce n'était pas un sourire exactement, mais cela y ressemblait. « Depuis combien de temps faites-vous cela ?»« Depuis le 2e mois. » Aurélien acquiesça très lentement du même geste qu'il l'avait fait samedi. Cet acquiescement qui n'était pas un protocole, mais une conviction. « Antoine a commis une très grosse erreur, dit-il. Laquelle ? Croire que la seule menace qu'il devait neutraliser, c'était moi. » Maître Dubois revint du bureau de l'officier avec une expression qui était la réponse avant qu'il ne prononce les mots. « Nous partons. Les charges sont suspendues en attendant l'enquête sur la légitimité de la plainte. » Il regarda Valentine avec l'évaluation rapide de quelqu'un habitué à évaluer les témoins. « Avez-vous quelque chose qui puisse compromettre le plaignant ?» Valentine sortit le carnet bleu de la poche intérieure de sa veste et le posa sur la table en plastique orange du commissariat avec un petit bruit sec qui, dans le silence de ce moment, sonnera beaucoup plus fort. « Tout est ici, dit-elle. » Maître Dubois l'ouvrit, lut la première page, puis la seconde, puis leva les yeux vers Valentine avec une expression qui était moitié surprise professionnelle et moitié quelque chose qui, chez un autre homme, aurait pu être de l'admiration. « Avez-vous une formation juridique ? » « Non. » « Journalistique non plus ? Comment avez-vous appris à documenter ainsi ?» Valentine pensa au petit appartement du quartier de Belleville, à sa grand-mère Solange pliant le linge d'autrui et ordonnant de grands problèmes en portions gérables. Aux 14 ans de travail dans les maisons d'autres personnes, apprenant à lire Le Monde sans que Le Monde ne sache qu'il était lu. « J'ai appris à survivre, dit-elle. Et il se trouve que pour cela, il faut savoir voir. » Maître Dubois referma le carnet avec soin, comme s'il comprenait déjà que ce qu'il tenait entre les mains valait plus que son poids. « Allons-y, dit-il. » Ils sortirent du commissariat à 17h15. Le soleil d'octobre déjà bas sur les bâtiments et le bruit de la ville enveloppant tout de cette manière familière et indistincte qu'elle a toujours. Valentine respira l'air extérieur, qui sentait l'échappement de voitures et les crêpes d'une crêperie voisine, et ce mélange spécifique de poussière et d'urgence qui est l'odeur propre de Paris. Et pendant un instant, elle resta immobile sur le trottoir, laissant ses poumons comprendre qu'elle était de l'autre côté. Aurélien était à ses côtés. « Où allons-nous » demanda-t-il. Valentine réfléchit. « À l'hôtel particulier, dit-elle, nous avons du travail à faire. » Aurélien acquiesça, et les deux marchèrent vers la voiture de Maître Dubois, qui les attendait en double file, les feux de détresse allumés, tandis que la ville continuait de bouger autour d'eux sans rien savoir de ce qui allait se passer. Mais Antoine de Valois, cette nuit-là dans son bureau au mur de bois sombre, sans savoir encore que le carnet bleu existait et qu'il était déjà entre les mains de Maître Dubois, allait le savoir très bientôt, et quand il le saurait, il serait déjà trop tard. Maître Dubois avait un bureau dans le quartier de Montparnasse qui sentait le vieux livre et le café filtre et qui contrastait étrangement avec la précision millimétrique avec laquelle l'homme ordonnait le monde à l'intérieur, chaque dossier à sa place, chaque document avec sa date, chaque cas avec son histoire gardée entre deux couvertures cartonnées marron, comme si le temps pouvait être dompté avec suffisamment d'organisation. C'était exactement le genre d'espace où Valentine se sentait à l'aise,
sans avoir pu expliquer pourquoi, jusqu'à ce qu'elle y pense dans la voiture en revenant du commissariat et qu'elle comprenne. Cela ressemblait à son carnet bleu, un lieu où le chaos devenait lisible. Ils arrivèrent tous les trois à 18. Maître Dubois alluma la lampe de bureau, posa le carnet de Valentine ouvert sur le tapis de cuir vert et sortit son propre bloc-notes jaune aux feuilles lignées, avec un stylo noir à pointe fine, qu'il utilisait avec l'économie de quelqu'un qui sait que les mots écrits coûtent. Et il dit, sans préambule, commençons par le début. Valentine parla pendant 2 heures. Ce ne fut pas difficile au sens de trouver les mots. Elle avait les mots, ordonnés avec cette précision de 4 mois d'observation systématique. Le difficile fut un autre type de difficulté, celle de dire à voix haute dans un bureau d'avocat, devant 2 hommes qui prenaient des notes, des choses que pendant des mois elle avait gardées comme un fardeau personnel, sans savoir du tout si elles serviraient un jour à autre chose que le registre privé d'une injustice que personne d'autre n'allait jamais voir. Chaque information qui sortait du carnet et passait sur les feuilles jaunes de Maître Dubois devenait plus réelle, plus lourde, plus irrévocable. L'immobilière Domaine de Provence, le docteur Leclerc et le rapport médical altéré, la signature falsifiée sur les documents de transfert, le blocage de communication avec Aurélien, la date du 30 et l'urgence qui l'entourait, les avocats de Barrientos et associés, le nom entendu sur la terrasse, les mouvements financiers irréguliers, l'enveloppe manille avec la signature qui n'était pas la signature de Madame Colette. Maître Dubois écrivait sans interrompre, seulement de temps en temps il levait les yeux et posait une question brève et précise. Vous souvenez-vous du nom exact de l'entreprise? C'était avant ou après mardi? Avez-vous vu la signature directement ou à travers le papier? Et puis il continuait à écrire. Aurélien écoutait, ne prenait pas de notes, ne posait pas de questions. Il était assis dans le fauteuil latéral, les coudes sur les genoux et les yeux fixés sur Valentine, avec une expression qui changea au cours de ces 2 heures, d'une manière qu'elle enregistra sans commenter. Au début, c'était la tension contenue de quelqu'un qui confirme ce qu'il soupçonnait déjà. Ensuite, à mesure que les détails s'accumulaient et que le schéma devenait plus clair, elle se transforma en quelque chose de différent, de plus sombre, de plus personnel, car c'est une chose de soupçonner que votre frère vole votre mère, et c'en est une autre d'écouter, détail par détail, pendant 2 heures. Exactement comment il s'y prenait. Il était 20 quand Maître Dubois referma son bloc-notes, posa le stylo dessus avec son soin habituel et s'inclina légèrement sur sa chaise avec l'expression de quelqu'un qui vient de finir un puzzle complexe et qui vérifie que toutes les pièces s'emboîtent. « Bien », dit-il. Ce seul mot, dans son ton particulier, équivalait à un diagnostic. « Dans quelle mesure ?» demanda Aurélien. « Suffisamment pour commencer. » L'avocat joignit le bout de ses doigts. Ce que M. Antoine a, c'est du temps et une structure légale. Des avocats qui ont monté un échafaudage minutieux pendant des mois. Un médecin signataire. Des documents qui, s'ils sont présentés en premier, peuvent établir une narration avant que vous ne puissiez contre-argumenter. Et nous avons quelque chose qui vaut plus que la structure quand elle est bien utilisée. Il regarda le carnet bleu. Nous avons la séquence. Date, nom, contradiction vérifiable. La signature du document de transfert peut être expertisée. L'historique clinique réel de votre mère peut être comparé au rapport du docteur Leclerc. Et l'immobilière Domaine de Provence a un acte de constitution notarié qui est au registre public et que tout juge peut consulter. Du temps? Demanda Valentine. Pour faire quoi exactement? Pour tout avoir prêt avant le 30. Maître Dubois la regarda avec cette évaluation rapide qu'il avait déjà utilisée au commissariat. Si Mademoiselle Dubois peut m'accompagner demain matin pour déposer une plainte formelle avec le carnet comme base documentaire et sa déclaration comme témoignage. Et si vous, dit-il en regardant Aurélien, pouvez obtenir l'accès aux relevés de comptes et registres de l'entreprise familiale qu'Antoine gère, nous avons de réelles chances avant le 30. Et le docteur Leclerc? Le docteur Leclerc est le maillon le plus faible de toute la chaîne. Une pause. Les médecins qui signent de faux rapports sous pression économique cèdent généralement rapidement lorsqu'on leur présente des preuves que le contexte complet va être révélé. Ce ne sont pas des criminels de carrière, ce sont des personnes qui ont pris une mauvaise décision et qui voient soudain les conséquences réelles. Aurélien acquiesça lentement. « Avez-vous accès à l'historique médical réel de votre mère ?» demanda Maître Dubois. « Ma mère garde des copies de tout. » Une petite pause. « Depuis toujours. C'était l'une des choses que mon père lui a apprises. Ne laissez jamais les documents importants exister uniquement entre les mains de quelqu'un d'autre. Où les garde-t-elle? Dans un coffre-fort dans sa chambre. Une pause plus longue. Qu'Antoine ne sait pas qu'il existe. Pour la première fois de la soirée, Maître Dubois esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Bien ?» dit-il à nouveau. Valentine ne retourna pas à l'hôtel particulier cette nuit-là. Ce fut une décision que les trois prirent d'un commun accord, sans qu'il soit nécessaire d'en débattre beaucoup. Antoine savait que Valentine était sortie du commissariat
avec Aurélien et Maître Dubois. Et bien qu'il ne pût rien faire légalement pour l'empêcher de retourner dans sa chambre, Madame Colette restait la maîtresse de cette maison et la chambre restait celle de Valentine par son décret. Il serait imprudent d'entrer en territoire où l'autre avait un avantage de terrain alors qu'ils étaient encore en train de préparer la riposte. Maître Dubois passa un coup de fil et arrangea pour que Valentine passe la nuit chez une collègue à lui, une avocate à la retraite qui vivait à 4 pâtés de maison et qui avait une chambre d'amis avec un lit simple et l'habitude de ne pas poser de questions aux hôtes qui arrivaient sur recommandation du maître. Aurélien la conduisit en voiture jusqu'à la porte. Pendant le trajet, 15 minutes par des rues secondaires peu éclairées et le bruit sourd de la ville la nuit, il y eut un silence qui n'était pas gênant, mais de ce type qui se produit entre deux personnes qui viennent de partager 2 heures de vérité difficile et qui sont encore en train de traiter. Où les a-t-il laissés? Ce fut Aurélien qui parla le premier. Depuis combien de temps es-tu seul avec tout cela? Valentine considéra la question. Depuis le début, on est seul avec les choses qu'on décide de ne pas raconter. Pause. 4 mois. Tu n'as pas eu peur? Oui. Et j'ai eu peur quand même. Ce n'est pas incompatible. Aurélien regarda la rue devant lui un instant. Ma mère m'a dit quelque chose ce matin, dit-il. Quand je l'ai vue, avant que je ne puisse lui raconter quoi que ce soit sur la façon dont je l'ai trouvée, avant de lui expliquer pour l'hôtel ou les 12 jours, la première chose qu'elle m'a dit a été « Aurélien, il y a une jeune fille dans cette maison qui a plus de valeur que la moitié des hommes que ton père a connus de son vivant. » Valentine ne dit rien. « Je n'ai pas l'habitude de croire au jugement rapide, » continua Aurélien. Mais ma mère non plus et en 74 ans, elle ne s'est pas trompée souvent. La voiture s'arrêta devant la maison de l'avocate à la retraite. Valentine posa la main sur la poignée de la porte. « Demain à 8 au bureau du maître, » dit-elle. « À 8. » Elle ouvrit la porte, puis s'arrêta une seconde sans se retourner complètement. « Monsieur de Valois, Aurélien. » Une brève pause. « Aurélien » dit-elle sans difficulté, comme si le nom lui était déjà familier avant de l'utiliser. « Demain sera une longue journée. Je sais. Dormez un peu. » Elle le dit du ton avec lequel on dit à quelqu'un qu'on sait déjà qu'il ne dormira pas beaucoup, mais que l'indication est un geste de bienveillance plus qu'une instruction. Aurélien le reçut ainsi. Vous aussi. Valentine dormit 4 heures, ce qui, dans les circonstances, était une réussite considérable. Le lit de l'avocate à la retraite était ferme et sentait la lavande, et la chambre avait une petite fenêtre donnant sur une cour intérieure où un figuier frappait doucement la vitre avec le vent. Valentine resta un moment à regarder ce figuier dans l'obscurité avant que la fatigue ne la vainque, pensant à la séquence de ce qui allait suivre, la plainte formelle, l'expertise de la signature, l'historique médical réel de Madame Colette, l'immobilière Domaine de Provence et son acte de constitution au registre public, le docteur Leclerc et son maillon faible, et Antoine quelque part dans l'hôtel particulier, avec l'échafaudage soigné qu'il avait construit pendant des mois et la certitude, pour l'instant, qu'il contrôlait la situation, il ne la contrôlait pas, mais il ne le savait pas encore. Et ces heures de différence entre ce que quelqu'un croit contrôler et le moment où il découvre que non, était exactement la fissure dont Valentine avait besoin. Le lundi fut le jour le plus long de sa vie récente et en même temps le plus ordonné, car quand il y a trop à faire, le cerveau trouve une efficacité qu'il n'a pas en temps normal. La plainte formelle fut déposée à 9 du matin au parquet, avec Maître Dubois accompagnant Valentine et le carnet bleu comme document de base. Les personnes qui les reçurent étaient jeunes et sérieuses, avec cette énergie de qui croit encore en le travail qu'il fait, et écoutèrent la déclaration de Valentine avec une attention sincère, ce qu'elle apprécia sans le mentionner. Pendant ce temps, Aurélien était entré à l'hôtel particulier de bonne heure, Gérard de nouveau au portail. Antoine dormait encore à 7 heures et était arrivé dans la chambre de sa mère, où Madame Colette, avec une lucidité qui démentait tout rapport médical contraire, ouvrit le coffre-fort caché derrière le panneau de l'armoire et sortit 3 ans d'historique médical réel. Consultation, analyse, diagnostic, tout en ordre chronologique avec l'écriture du docteur Leclerc dans les notes en marge, complètement contradictoire avec le rapport qu'il avait signé pour Antoine. Aurélien photographia chaque page avec son téléphone, puis chercha dans les archives de correspondance de sa mère, une autre habitude héritée de M. Étienne, tout gardé, tout daté, et trouva les relevés de compte des 3 dernières années de l'entreprise familiale. Des virements qui ne correspondaient à aucune opération enregistrée, des paiements à l'immobilière Domaine de Provence qui apparaissaient dans les registres internes comme des frais d'entretien d'immeubles sans spécification supplémentaire et 2 chèques d'un montant considérable signés au nom de Madame Colette à des dates où elle, selon son propre calendrier, un autre document qu'elle gardait avec la précision d'une archiviste, était hors de la ville. Lorsque Maître Dubois revint de sa matinée au parquet, Aurélien avait tout dans un dossier numérique envoyé à son courrier avec copie au maître.
Maître Dubois le révisa en 30 minutes. Suffisant, dit-il, et cette fois, il n'y avait aucune réserve dans le mot. Ce qu'aucun des trois ne calcula, ce fut la rapidité d'Antoine. Car Antoine, qui construisait cet échafaudage depuis des mois avec la patience de quelqu'un qui croit avoir le temps pour lui, avait aussi son propre système d'alerte, des personnes à des endroits stratégiques qui le tenaient informé des mouvements pertinents. Et quand l'un de ses contacts lui rapporta cet après-midi-là qu'une plainte formelle avait été déposée au parquet avec le nom d'Aurélien de Valois comme plaignant et le nom de Valentine Dubois comme témoin principal, Antoine prit une décision que Maître Dubois, lorsqu'il l'apprit le lendemain, décrivit comme l'erreur classique de l'homme qui croit qu'attaquer est la même chose que gagner. Cette nuit-là, Antoine convoqua son propre avocat, celui de Barrientos et associé, celui à la cravate bleu marine, à une réunion urgente dans le bureau aux murs sombres. Et pendant qu'il se réunissait dans la chambre de Madame Colette avec le figuier frappant la vitre d'une autre fenêtre dans une autre partie de la ville, Aurélien racontait à sa mère tout ce qui s'était passé. Madame Colette écouta, les yeux ouverts et les mains immobiles sur les couvertures. Quand Aurélien eut fini, elle resta silencieuse un instant qui s'étendit suffisamment pour avoir son propre poids. « Et Valentine » demanda-t-elle finalement. « Ça va ? Elle revient demain. Est-elle en sécurité ? » « Oui. » Un autre silence. « Aurélien ? » « Oui, maman. Ton père disait toujours qu'on connaît la valeur des gens, non pas quand tout va bien, mais quand quelqu'un les met en position de choisir. » Elle fit une pause. Antoine a choisi. Aurélien ne répondit pas. Et Valentine aussi a choisi. La voix de Madame Colette était basse, mais complètement ferme, comme toujours, comme une poutre qui soutient, même si on ne la voit pas. Je veux que quand tout cela sera passé, cela ne soit pas oublié. Ça ne sera pas oublié, dit Aurélien. Et il le dit de la voix de quelqu'un qui ne fait pas de promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir. Dehors, la nuit de la ville continuait avec son bruit sourd et constant, sans rien savoir des deux frères dans ce bureau sombre, ni de la femme âgée et de son fils dans la chambre éclairée, ni du carnet bleu qui, dans le bureau de Montparnasse, attendait de devenir la pièce qui ferait s'écrouler tout ce qu'Antoine avait construit. Mais le 30 approchait, et maintenant, pour la première fois, ce n'était pas Antoine qui arrivait en premier. Le mercredi 28, 2 jours avant le 30, le docteur Leclerc arriva au bureau de Maître Dubois à 10 du matin, avec une expression que Valentine, assise sur le fauteuil latéral près de la fenêtre, reconnut immédiatement. C'était l'expression de quelqu'un qui vient confesser quelque chose qu'il ne peut plus porter. Seul. Il n'avait pas été difficile de le faire venir. Maître Dubois avait envoyé au docteur, par l'intermédiaire d'un tiers, une enveloppe contenant 3 documents. Le rapport médical altéré qu'Antoine avait présenté, une sélection des véritables notes cliniques du docteur Leclerc, extraites de l'historique de Madame Colette, et une brève lettre, sans menaces explicites, qui décrivait simplement l'état actuel de l'enquête et mentionnait, avec la précision chirurgicale qui caractérisait le maître, que les experts médicaux du parquet examineraient les 2 documents dans les prochaines 48 heures. Le docteur arriva seul, sans avocat, ce qui était, de l'avis du maître, le premier signe qu'il était disposé à parler. Valentine ne participa pas à cette réunion. Elle attendit dehors dans le salon avec les dossiers marrons et l'odeur de vieux livres, pendant qu'Aurélien et Maître Dubois parlaient avec le docteur pendant 50 minutes qui, de l'extérieur, parurent plus longues. Lorsque la porte s'ouvrit, le maître passa la tête. « Mademoiselle Dubois, pouvez-vous entrer ?» Le docteur Leclerc était un homme d'environ 55 ans, mince, aux cheveux entièrement blancs et aux mains que Valentine, lorsqu'elle lui serra la main à la présentation, remarqua qu'elles n'étaient pas tout à fait fermes. Elles ne lui parurent pas être les mains d'un homme malveillant, elles lui parurent être les mains de quelqu'un qui avait pris une mauvaise décision et qui avait vécu avec elle suffisamment longtemps pour que le poids se fasse sentir physiquement. Le docteur Leclerc va faire une déclaration complémentaire devant le parquet, dit Maître Dubois de ce ton neutre qui était en soi un verdict, décrivant les circonstances dans lesquelles il avait signé le rapport. Valentine regarda le docteur. « Antoine, vous a fait pression ?» Le docteur acquiesça une fois sans lever les yeux du tapis vert. Il m'a dit que c'était pour protéger la maîtresse de maison, qu'elle prenait des décisions qui lui nuisaient et qu'un diagnostic formel permettrait d'établir des mesures de soins. Une pause. Il m'a dit que c'était temporaire, qu'une fois certaines affaires familiales réglées, le rapport serait retiré. Et vous l'avez cru ? Le docteur leva les yeux pour la première fois. Je voulais le croire, dit-il. Et dans cette distinction entre croire et vouloir croire, Valentine le sut immédiatement. Toute la différence entre la culpabilité et la complicité. Avec la déclaration du docteur Leclerc et l'historique clinique réel de Madame Colette, la base de l'argument d'Antoine pour la tutelle s'effondra à son point le plus vulnérable. Il n'y avait plus de diagnostic médical valide et sans diagnostic, pas de procédure d'incapacité. Et sans procédure d'incapacité,
Madame Colette restait exactement ce qu'elle avait toujours été, une femme de 74 ans en pleine possession de ses facultés, avec le droit légal absolu de prendre ses propres décisions concernant ses propres biens, ce qui signifiait que la signature des documents de transfert qu'Antoine nécessitait avant le 30 dépendait uniquement de la volonté de Madame Colette. Et Madame Colette n'allait pas signer. Ce qui manquait encore était le plus difficile. Il ne suffisait pas d'arrêter Antoine. Il fallait l'exposer, car un homme qui a bâti un échafaudage de mois avec ses propres avocats et des contacts stratégiques ne s'arrête pas simplement parce qu'un flanc échoue. Il cherche un autre angle, attend le moment d'inattention, se réorganise. Maître Dubois l'avait dit avec sa précision, qui ne laissait aucune place à l'optimisme prématuré. Le neutraliser légalement est la première étape. L'exposer devant la famille est la seconde, sans la seconde. La première ne dure que le temps. La seconde étape était prévue pour le vendredi 29, un jour avant le 30. Ce fut Aurélien qui proposa la réunion de famille, non pas comme une confrontation. Ce mot, expliqua-t-il au maître, avait trop de charge émotionnelle et trop peu de contrôle procédural, mais comme une révision de l'état des biens familiaux, ce qui était exactement le genre de phrase qu'Antoine ne pouvait refuser d'entendre sans éveiller de soupçons, car c'était précisément le genre de réunion qu'il convoquait lui-même régulièrement quand cela lui convenait. La convocation parvint à Antoine par les avocats de Maître Dubois le mercredi après-midi, formelle et correcte, avec en tête et date et la liste des personnes présentes. Aurélien de Valois en sa qualité de copropriétaire des biens de la famille. Colette de Valois, veuve de Valois, en sa qualité de titulaire des biens, Maître Dubois comme conseiller juridique des deux et les avocats de Barrientos et associés, invités au nom de la transparence et du dialogue constructif. Antoine accepta. Il devait accepter. Refuser aurait été en soi une déclaration. Le vendredi 29 se leva sous la pluie. Non pas la pluie polie d'octobre qui convainc sans mouiller tout à fait, mais une pluie sérieuse de celles qui arrivent avec le vent et qui font que la ville entière change d'humeur. Les glycines du jardin de l'hôtel particulier secouaient contre le mur, et le ciel était de la couleur spécifique du plomb quand il est suffisamment lourd. Valentine arriva à l'hôtel particulier à 9 du matin. Gérard la reçut au portail avec le thermos. Toujours le thermos, et un signe de tête qui était à la fois bienvenu et avertissement et soutien, tout dans le même mouvement discret de 11 ans d'économie gestuelle. « Comment va la maîtresse de maison ?» demanda Valentine en signant le registre d'entrée. « Hier soir, elle a bien dormi selon Madame Geneviève. Pause. Elle est prête. Et Antoine est rentré tard hier soir. Il a passé 2 heures dans le bureau avec quelqu'un au téléphone. » Gérard baissa un peu la voix sans réelle nécessité car il n'y avait personne d'autre au portail. Ce matin, il est tranquille, trop tranquille. Valentine connaissait ce genre de tranquillité. C'était la tranquillité de quelqu'un qui croit avoir encore un atout dans sa manche. La réunion était prévue pour 11h dans la salle de réunion de l'hôtel particulier, une pièce que Valentine avait nettoyée suffisamment de fois pour en connaître chaque détail. La table ovale en acajou, les 12 chaises à haut dossier, la vitrine avec les récompenses de Monsieur Étienne, la fenêtre donnant sur le jardin latéral, mais qui ce jour-là semblait complètement différente. Elle avait la température spécifique des espaces où des vérités irréversibles allaient être dites. Madame Colette arriva la première avec Aurélien à ses côtés et sa canne à la main droite. Elle s'assit à l'extrémité de la table qui avait toujours été, lors des réunions de famille de Monsieur Étienne, la place du président. Elle le fit sans consulter personne, sans hésiter. Maître Dubois arriva avec 2 dossiers et son stylo noir à pointe fine. Les avocats de Barrientos arrivèrent 3 minutes plus tard. 2. Le jeune à la cravate bleue marine et un plus âgé que Valentine n'avait jamais vu auparavant, mais qui, au poids de son entrée dans le salon, était clairement celui qui prenait les décisions dans ce cabinet. Antoine arriva le dernier. Il entra avec cette contenance soigneusement construite que Valentine connaissait. Le sourire juste, les vêtements parfaits, le pas de quelqu'un qui sait exactement l'espace qu'il occupe dans une pièce et l'utilise entièrement. Il salua sa mère d'un baiser sur la joue que Madame Colette reçut sans bouger. Il acquiesça vers Aurélien avec cette neutralité de celui qui garde son jugement pour plus tard. Il regarda Maître Dubois avec la cordialité de celui qui reconnaît un adversaire et préfère ne pas le montrer. Il ne regarda pas Valentine. Valentine se tenait debout près du mur, près de la fenêtre, non pas comme participante à la réunion. Cela aurait été un autre territoire, mais comme elle l'avait été pendant 4 mois, partie du paysage. Seulement cette fois, le paysage savait exactement ce qui se passait. Maître Dubois ouvrit le premier dossier. « Merci à tous d'être ici », dit-il de ce ton qui avait la forme de la courtoisie et la substance d'autre chose. « Nous allons être directs car le temps de chacun est précieux. » Antoine croisa les bras avec une nonchalance étudiée. « Madame Colette de Valois, » continua le maître, « a demandé une révision formelle de l'état des biens familiaux administrés par Monsieur Antoine de Valois au cours des 3 dernières années.
Dans le cadre de cette révision, une série d'irrégularités sont apparues qu'il est nécessaire d'aborder. L'avocat principal de Barrientos leva une main. « Maître, si vous me permettez, avant de continuer, j'aimerais établir le cadre légal sous lequel… » Dans un instant, Maître Barrientos, le ton de Dubois ne monta pas d'1 millimètre. « Permettez-moi de terminer le préambule. » Barrientos baissa la main. Maître Dubois posa sur la table, au centre, un dossier ouvert avec la première feuille visible. C'était l'acte de constitution de l'immobilière Domaine de Provence, avec le nom de Madame Colette au registre de propriétaires et la date de constitution. À côté, il plaça les relevés de compte avec les virements marqués en jaune. À côté de ceci, le rapport médical du docteur Leclerc et à côté de celui-ci un nouveau document imprimé ce matin, même que Valentine n'avait pas vu auparavant, mais que le maître avait mentionné la veille. La déclaration complémentaire du docteur Leclerc, signée et notariée, décrivant les circonstances dans lesquelles il avait produit le rapport. Tout sur la table, tout visible, tout en ordre. Antoine ne changea pas d'expression, mais ses mains qu'il avait sur la table disparurent sous celle-ci. Valentine le remarqua. « Monsieur Antoine de Valois, dit le maître, a constitué une société immobilière au nom de sa mère, à son insu et sans son consentement. Il a autorisé des virements de fonds de l'entreprise familiale vers cette société, faussement enregistrés comme frais d'entretien. Il a présenté un rapport médical altéré dans le but d'engager une procédure de mise sous tutelle légale qui lui aurait permis d'administrer les biens de sa mère sans sa participation et a signé ou fait signer des documents avec une signature que des experts graphologues ont vérifiée comme ne correspondant pas à la signature authentique de Madame Colette de Valois. Brève pause. Tout ce qui précède constitue, au terme du code pénal, une fraude aggravée, une falsification de documents et un abus de confiance. La plainte formelle a été déposée lundi auprès du parquet et une ordonnance d'enquête est active. Le silence qui suivit dura exactement 4 secondes. Ce fut Antoine qui le rompit, et il le fit de la seule manière qui lui restait, en niant. « C'est complètement absurde, » dit-il, la voix toujours contrôlée, toujours avec cette froideur particulière. Ce sont des accusations sans fondement basées sur l'interprétation malveillante de documents administratifs parfaitement légaux, instigés par. Il fit une pause très calculée et regarda là où se tenait Valentine. Des personnes ayant des intérêts propres à déstabiliser l'administration de cette famille. Madame Colette parla pour la première fois depuis le début de la réunion. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en eut pas besoin. Antoine, il la regarda. « J'ai ici, » dit Madame Colette, avec une précision qui démentait toute détérioration cognitive, avec la même éloquence que le soleil dément l'obscurité. Les relevés de compte des 3 dernières années, je les ai, pas Maître Dubois. Je les ai sortis moi-même de mes archives cette semaine. Elle fit une pause. J'ai aussi mes propres notes cliniques de 12 consultations avec le docteur Leclerc, qui ne correspondent en aucun point à ce qu'il a signé dans ce rapport. Une autre pause, et j'ai l'enveloppe qui est arrivée dans mon courrier, avec ma signature sur 3 documents de transfert que je n'ai jamais signés. Antoine ne répondit pas. Je ne suis pas une femme atteinte de détérioration cognitive, mon fils. Je suis une femme de 74 ans qui a passé 50 ans à construire quelque chose avec ton père et qui en passe 3 à le voir se défaire. La voix ne se brisa pas. Ce fut pire. Elle devint plus ferme. Je ne signerai rien. Pas maintenant, pas le 30, pas jamais. Tant qu'il y aura quelque chose à signer dans les conditions où cela était proposé. Maître Barrientos et son jeune collègue se regardèrent une seconde. Ce fut une seconde que Valentine lut parfaitement. C'était le regard de 2 personnes qui viennent de calculer le coût de continuer à défendre une position qui n'a plus de fondement. Antoine tenta une fois de plus. « Maman, c'est un malentendu. Si tu me laisses t'expliquer, tu m'as suffisamment expliqué, » dit Madame Colette pendant 3 ans. Ce qui suivit ne fut pas dramatique au sens du cinéma. Il n'y eut pas de cris, pas de coups sur la table, pas de ces scènes qui, dans les feuilletons, exigent une musique de fond et un gros plan sur le visage du méchant. Ce fut quelque chose de plus calme et, pour cette raison, dévastateur. Maître Barrientos annonça, de la voix professionnelle de celui qui évalue les dommages en temps réel, que son cabinet se retirait de la représentation de M. Antoine de Valois dans toutes les affaires liées aux biens de la famille, avec effet immédiat, et que, si l'un des documents qu'ils avaient préparés contenait une irrégularité à leur connaissance, ils seraient disponibles pour collaborer à l'enquête du parquet, selon les termes qui leur seraient demandés. Ce fut la confirmation qui manquait. Antoine les regarda quitter le salon avec l'expression de quelqu'un qui vient de voir la dernière planche du pont qu'il traversait disparaître sous ses pieds. Puis il regarda Aurélien, puis sa mère, et, une dernière fois, avant de se lever et de quitter le salon sans dire un mot de plus, il regarda Valentine. C'était le même regard que la nuit de gala près d'1 mois plus tôt, la même promesse de conséquences, seulement cette fois, elle était vide de pouvoir réel,
et les deux le savaient. Valentine la soutint sans ciller comme la première fois. La différence était que cette fois, quand il sortit, elle n'eut pas à ramasser de plateau. Elle resta debout près de la fenêtre tandis que la pluie continuait de tomber sur les glycines du jardin, et elle entendit les pas d'Antoine s'éloigner par le couloir principal de l'hôtel particulier qui portait le nom de son père, de sa mère, d'une famille qu'il avait tenté de dépouiller de l'intérieur. Et elle pensa à sa grand-mère Solange, aux fissures, à la lumière qui y entre même un petit peu. Ce matin-là, la lumière avait inondé. La justice et l'aube. Antoine de Valois quitta l'hôtel particulier ce même vendredi après-midi avec une valise moyenne et l'expression de celui qui n'a pas encore fini de comprendre que ce qui vient de se passer est permanent. Valentine le vit depuis le jardin. Elle ne le chercha pas du regard. Ce fut le son du portail qui la fit lever les yeux. Et quand elle le vit franchir le seuil, la valise à la main et sans regarder en arrière, elle ne ressentit pas ce qu'elle s'était attendue à ressentir. Ce ne fut pas un triomphe. Ce ne fut pas un soulagement au sens propre du terme. Ce fut quelque chose de plus proche de la quiétude qui arrive quand une tempête se termine et que l'air sent encore la pluie, mais qu'il n'y a plus de vent. Un calme qui a la mémoire du danger, mais qui est tout de même un calme. Gérard ferma le portail derrière lui. Puis il regarda Valentine de ce geste qui valait une conversation entière. Elle acquiesça et continua son travail au jardin. Les jours qui suivirent furent d'une intensité différente de celle des semaines précédentes. Non pas l'intensité du danger qui a son propre pouls rapide et sa propre clarté urgente, mais l'intensité plus lente et plus lourde des conséquences. L'enquête du parquet avança avec l'efficacité que Maître Dubois, avec ses contacts et sa précision, sut accélérer au bon moment. Les experts graphologues confirmèrent la falsification de la signature sur les documents de transfert. Les auditeurs désignés par le juge trouvèrent dans les registres de l'immobilière domaine de Provence un schéma de mouvement que Maître Dubois décrivit au parquet comme une structure de détournement systématique d'actifs familiaux exécutés sur 18 mois. 18 mois. Valentine y pensa en l'entendant. Antoine avait commencé cela avant qu'elle n'arrive dans cette maison, avant la gala, avant la nuit où une femme de chambre lui arrêta la main en l'air. Tout ce qu'elle avait observé, enregistré, documenté dans son carnet bleu, n'était que la surface visible de quelque chose qui se construisait depuis bien plus longtemps dans les profondeurs, ce qui signifiait aussi que si personne n'avait regardé avec une attention suffisante au bon moment, cela aurait pu se terminer sans que personne ne le sache jamais. Antoine fut formellement cité à comparaître devant le parquet le mardi de la semaine suivante. Il ne fut pas arrêté immédiatement. La procédure légale a ses propres délais, qui sont lents et souvent frustrants pour ceux qui attendent la justice avec urgence, mais il fut mis en examen pour fraude aggravée et falsification de documents avec des restrictions qui incluaient l'interdiction de quitter le pays et la suspension temporaire de ses facultés d'administrateur des biens de l'entreprise familiale de Valois, en attendant la décision judiciaire. Maître Dubois expliqua la portée réelle de cette résolution à Madame Colette et à Aurélien lors d'une brève réunion au bureau de Montparnasse. Ce n'est pas la fin du processus, c'est le commencement de la fin. Les procédures de cette nature prennent du temps, mais la structure que votre fils a construite n'a plus de fondement. Les biens sont protégés, l'administration est sous surveillance judiciaire et la narration de la détérioration cognitive a été complètement discréditée. Antoine peut engager les meilleurs avocats du pays et il tentera de le faire, mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est redonner à un document une histoire qui a déjà été racontée avec des preuves. Madame Colette écouta tout, les mains immobiles sur ses genoux. Quand le maître eut terminé, elle posa la seule question qui lui importait. La maison est-elle protégée ? Elle est protégée. Et les terrains du domaine de Provence réintégrés au patrimoine familial sous tutelle judiciaire, Madame Colette acquiesça une seule fois. Merci, maître. Et elle ne dit rien de plus à ce sujet. Valentine sut que quelque chose avait changé dans l'hôtel particulier. Non par un événement spécifique, mais par l'accumulation de petites choses qui, soudain, étaient différentes. Madame Geneviève sifflait en préparant le petit déjeuner de la maîtresse de maison, chose que Valentine ne lui avait jamais entendu faire. Gérard arrivait au portail 10 minutes avant son heure, sans que personne ne le lui demande. Le personnel de la maison se déplaçait avec une aisance qui, les semaines précédentes, avait été contractée, comme si tous avaient marché avec précaution sur une surface dont ils ne savaient pas si elle allait les soutenir. La surface tenait bon, et cela se ressentait dans le corps de chaque personne qui vivait et travaillait dans cet espace. Ce fut Madame Colette qui demanda à Valentine, le deuxième jeudi après la réunion, de monter dans sa chambre. Par Madame Geneviève, non par Marc, qui avait demandé une semaine de congé et n'était pas revenu. Ce qui, de l'avis de Gérard, était la réponse la plus honnête que l'on pouvait donner à ce genre de situation. Directement depuis le couloir, avec cette voix douce et précise que Valentine connaissait déjà comme l'un des sons les plus fiables de son monde récent, elle monta.
La chambre de Madame Colette était différente. Les rideaux complètement ouverts pour la première fois depuis la semaine où la maîtresse de maison s'était mal sentie au réveil, la lumière de l'après-midi entrant par larges bandes dorées qui tombaient sur le tapis persan et la coiffeuse et le lit, et Madame Colette debout près de la fenêtre, sans sa canne, ce qui était en soi une déclaration, regardant le jardin d'en bas avec cette expression de celle qui regarde quelque chose et le voit en même temps. Valentine attendit près de la porte. « Venez ». Elle s'approcha. Elle resta à ses côtés, regardant aussi le jardin, les glycines remises de la pluie, les rosiers du nord que Valentine avait trop taillés la semaine dernière et qui bourgeonnaient, la fontaine de pierre avec son murmure constant, le figuier qui avait perdu toutes ses fleurs, mais qui avait déjà le vert nouveau de qui prépare la saison suivante. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit Madame Colette. « Dites-moi, ce que tu as fait dans cette maison n'a pas été seulement de retenir une main. » Elle fit une brève pause, du genre qu'utilisent les gens qui pèsent leurs mots avant de les dire non pas parce qu'ils en doutent, mais parce qu'ils savent qu'ils ont du poids. Ce que tu as fait, c'est voir. À un moment où je commençais moi-même à douter de ce que je voyais, tu as vu avec plus de clarté que quiconque et tu l'as gardé. Et tu l'as utilisé au bon moment. Une autre pause. Ce n'est pas rien, Valentine. C'est exactement le genre de choses qui change le résultat d'une histoire. Valentine regarda le jardin. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, la voix de Madame Colette fut directe. Sans cruauté, ni condescendance. N'importe qui, non. Toi, oui. Il y a une différence, et cela ne te fait aucun bien de l'effacer. Valentine ne répondit pas. En bas, dans le jardin, la fontaine de pierre continuait son murmure constant. « Je veux te faire une proposition, » dit Madame Colette. « Laquelle ? Aurélien va rester. Il a l'intention de s'établir ici définitivement. Il y a des raisons personnelles et professionnelles qui le rendent préférable à un retour en Europe, et je ne vais pas faire semblant de ne pas m'en réjouir. » Une légère chaleur dans la voix en disant cela. L'administration de la maison aura besoin d'être réorganisée et j'ai besoin de quelqu'un de confiance dans un rôle qui n'est pas celui de femme de chambre. Valentine la regarda. Quel genre de rôle ? Coordinatrice du personnel et de l'exploitation de la maison. Madame Colette soutint son regard avec la fermeté tranquille habituelle, avec un contrat formel, un salaire révisé et la possibilité d'étudier ce que tu veux en parallèle avec le soutien de la famille. Parce qu'une personne qui documente des preuves avec la précision avec laquelle tu l'as fait, devrait avoir une formation dans ce qui l'intéresse le plus. Le droit, l'administration, peu importe. Et il n'y a aucune raison au monde pour qu'elle ne l'ait pas. Valentine ressentit quelque chose qu'elle ne sut nommer avec exactitude. C'était trop grand pour être de la surprise et trop nouveau pour avoir déjà un nom. Cela ressemblait à beaucoup de choses à la fois. La gratitude, oui, mais aussi quelque chose de plus proche de la reconnaissance, la sensation spécifique que quelque chose que l'on porte depuis longtemps vient d'être vu par quelqu'un d'autre et nommé à voix haute, et que cet acte de le nommer le rend plus réel et en même temps plus léger. Je ne sais pas quoi dire, madame. Dis oui ou dis non, ou dis que tu as besoin d'y réfléchir, ce qui est aussi une réponse valable. Valentine pensa à sa grand-mère Solange dans le petit appartement du quartier de Belleville. Aux 14 ans de travail et aux 4 mois d'observation, et à un carnet bleu rempli de dates et de noms et de schémas, que personne d'autre n'avait vu jusqu'à ce qu'il soit nécessaire que quelqu'un les voyait. Elle pensa aux fissures, à la lumière. Oui, dit-elle. Madame Colette acquiesça de ce signe de tête qui était conviction avant d'être protocole. Bien. Ce ne fut que cet après-midi-là, en descendant l'escalier principal de l'hôtel particulier, les mains libres et le cœur quelque part entre la poitrine et la gorge, que Valentine croisa Aurélien dans le couloir du premier étage. Il venait du bureau avec un dossier sous le bras et les cheveux légèrement en désordre, avec cette énergie de qui travaille depuis des heures sur quelque chose qui lui importe. Il s'arrêta quand il la vit. « Tu as parlé avec elle ? » ?»« Oui. » »« Et tu as dit « oui ». Quelque chose dans l'expression d'Aurélien s'apaisa de la même manière qu'un tableau légèrement de travers trouve soudain sa place correcte sur le mur. Sans drame, sans emphase. Seulement la satisfaction tranquille que les choses soient à leur place. « Bien », dit-il. Et puis, avant de continuer par le couloir, « Valentine, oui », il le dit lentement, avec le soin de celui qui choisit les mots, non par difficulté, mais par respect pour leur propre poids. « Merci ». Ce n'était pas une phrase de protocole. C'était exactement ce que c'était. 2 mots qui portaient le poids de tout ce qui s'était passé ces dernières semaines et qui n'en nécessitaient pas plus. « De rien », dit Valentine. Et tous deux continuèrent leur chemin par le couloir de l'hôtel particulier de Valois, dans cette direction qui restait encore à définir entièrement, mais qui d'une certaine manière, à ce moment-là, avait déjà la forme correcte. Les mois qui suivirent furent d'une normalité qui, au début, semblait étrange après tant de tensions et qui, ensuite, s'installa en quelque chose qui ressemblait beaucoup à la vie qui aurait dû se dérouler dans cette maison bien avant. Madame Colette se rétablit complètement. Il n'y avait rien à récupérer au sens médical.
Sa santé avait toujours été celle que ses propres notes cliniques décrivaient, robuste pour son âge, avec la vigilance raisonnable que requiert toute personne de 74 ans. Mais il y avait quelque chose à récupérer dans un autre sens, le droit de se mouvoir dans sa propre maison, sans mesurer chaque geste, sans se demander si la prochaine signature que quelqu'un lui mettrait devant était ce qu'elle prétendait être. Ce droit qui n'aurait jamais dû être perdu, redevint sien avec la même naturalité que le jardin fait éclore de nouvelles fleurs après une saison de pluie. Elle sortait au jardin l'après-midi, Valentine la trouvait là fréquemment, assise sur le banc de pierre près de la fontaine, avec un livre ou sans lui, regardant les glycines ou le figuier ou le ciel au-dessus de Paris, avec cette expression de celle qui a 74 ans bien vécu et connaît la différence entre regarder et voir. Parfois elle parlait, parfois non. Les deux choses étaient également confortables. Le procès contre Antoine prit, comme Maître Dubois l'avait averti, son propre temps, mais le temps ne fut pas en sa faveur. Les avocats qu'il engagea, et il engagea de bons avocats avec les dernières ressources qu'il put réunir de comptes que l'audit judiciaire n'avait pas encore réussi à bloquer, trouvèrent que les preuves recueillies dans le carnet bleu, combinées à la déclaration du docteur Leclerc, au registre de l'immobilière Domaine de Provence et à l'expertise de la signature falsifiée, formaient une chaîne très difficile à contredire, sans que chaque argument ne soulève davantage de questions embarrassantes. Antoine fut condamné 17 mois après la réunion dans la salle de conférence pour fraude aggravée et falsification de documents. La sentence incluait la restitution de tous les actifs détournés au patrimoine familial et des restrictions civiles considérables, et une peine avec sursis conditionnée à l'exécution d'accords réparatoires que Maître Dubois négocia avec la même précision avec laquelle il faisait tout le reste. Madame Colette n'alla pas au parquet le jour du verdict. Elle resta chez elle. Cet après-midi-là, lorsque Valentine monta avec le thé de 18, habitude qui s'était installée entre les deux, sans qu'aucune ne le propose formellement, elle la trouva dans le fauteuil près de la fenêtre, le livre fermé sur les genoux et les yeux sur le jardin. « Vous savez déjà ?» demanda Valentine en posant le plateau sur la table de chevet. « Aurélien m'a appelé il y a 1 heure. Comment va Madame Colette ?» Elle considéra la question un instant. Triste. Elle dit « Comment se sent-on quand quelque chose que l'on espérait différent finit par être exactement ce que c'était ?» Une pause. « Antoine était mon fils, avant d'être ce qu'il s'est avéré être. Cela ne s'annule pas. Cela se porte seulement. » Valentine ne dit rien. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse, juste de présence. Elle s'assit dans le fauteuil en face de Madame Colette comme tant d'après-midi auparavant, et toutes deux regardèrent ensemble le jardin, tandis que la lumière du soir devenait plus dorée et plus calme sur les glycines, et la fontaine et le figuier, qui, à ce moment-là, avaient déjà de nouvelles fleurs, d'un lilas pâle, qui tremblait légèrement au vent. Le jour où Valentine entra au premier semestre de la licence de droit à l'université Panthéon-Assas, avec une bourse partielle que Maître Dubois géra avec la même efficacité que tout le reste, et le complément que Madame Colette avait promis sans en faire un sujet plus important qu'il ne l'était. Elle arriva à l'hôtel particulier cet après-midi-là, avec les nouveaux livres sous le bras, et une sensation qu'elle mit du temps à identifier, parce qu'elle n'était pas complètement familière. C'était de la fierté, oui, mais pas la fierté d'avoir gagné quelque chose. C'était la fierté plus tranquille et plus solide de quelqu'un qui commence quelque chose qui aurait dû commencer plus tôt et qui sait maintenant que le temps n'a pas été perdu, mais qu'il s'est accumulé sous une autre forme. Gérard l'attendait au portail avec le thermos. Comment ça s'est passé? Bien, un peu difficile. Et Valentine sourit, un sourire réel, sans couche ni mesure de ceux que l'on s'autorise quand on est dans un endroit où on peut se les permettre. Et je suis resté quand même. Gérard acquiesça avec sa moustache honnête et son économie de 11 ans devant le portail. Bien sûr que oui. Ce fut un mardi de mars, près d'1 an après la soirée de gala, qu'Aurélien lui demanda si elle voulait dîner avec lui. Ce ne fut pas une question élaborée, ce ne fut pas une scène préparée. Ce fut dans le couloir du premier étage en se croisant après qu'elle fut descendue de la réunion hebdomadaire avec Madame Colette et qu'il montait de son bureau avec le même dossier sous le bras. Et il s'arrêta et dit avec la simplicité directe qui était sa nature: « Tu dînes avec moi ce soir? Il y a un endroit dans le Marais que je veux essayer et je préfère ne pas y aller seule. » Valentine le regarda. Elle pensa à toutes les distances qui existaient entre eux, les distances que le monde avait construites avec beaucoup de soin pendant longtemps, le nom de famille, l'argent, l'hôtel particulier, le tablier gris. Elle pensa au nombre de ces distances qui tenaient encore et au nombre qui s'étaient diluées sans que personne ne les nomme. Dans l'espace d'1 an de travail partagé et de vérités difficiles traversées ensemble, et d'après-midi dans les couloirs d'une maison qui, d'une certaine manière, sans que personne ne l'ait prévu, était devenue quelque chose qui ressemblait à un foyer pour tous les deux. Elle pensa aussi à sa grand-mère Solange, aux fissures, à la lumière. Oui,
dit-elle. Ce ne fut pas une fin de feuilleton au sens littéral du terme. Il n'y eut pas de musique de fond, pas de gros plans sur le visage du héros, pas de ces scènes que les histoires de ce genre construisent avec tant de soin. Ce fut quelque chose de plus proche de la vie réelle, qui arrive sans annonce et sans cadre doré, mais qui, lorsqu'elle est enfin là, a une solidité qu'aucune scène construite ne pourrait avoir. Ce qu'il y eut, 8 mois après ce premier dîner dans le Marais, fut un petit mariage, très petit, dans le jardin de l'hôtel particulier de Valois, un samedi de novembre avec ce soleil de saison sèche, qui à Paris a la clarté spécifique des choses qui durent, propre, sans excès, complètement réel. Les invités étaient peu nombreux, Maître Dubois, qui arriva avec un cadeau qui était évidemment un livre, et personne ne fut surpris. Gérard, qui arriva avec son uniforme de gardien, parce qu'il n'avait pas d'autres vêtements de gala, et qui s'avéra être la personne qui pleura le plus de tous d'un pleur honnête, que seul s'autorise celui qui n'a aucune raison de faire semblant de ne pas ressentir ce qu'il ressent. Madame Geneviève, qui prépara le banquet seule avec l'efficacité de 22 ans, et qui ne laissa personne entrer dans la cuisine pour l'aider, car l'aide en cuisine ne fait qu'encombrer. Quelques camarades de la faculté de Valentine, quelques amis d'Aurélien de son époque européenne, qui arrivèrent par différents vols, et qui coïncidèrent dans l'étonnement tranquille de celui qui connaît quelqu'un à travers les années, et le voit soudain dans un moment de lumière qui le définit complètement. Et Madame Colette assise à la place d'honneur sous le figuier en fleurs. Novembre n'était pas sa saison, mais cette année-là, l'arbre avait de nouveau fleuri, hors de saison et sans explication, de cette manière capricieuse qu'ont parfois les arbres de faire ce qu'ils veulent. Avec son tailleur beige et sa canne en bois sombre, et les yeux ambrés plus vifs que Valentine ne les avait jamais vus, elle ne pleurait pas. Elle regardait de ce regard que Valentine connaissait déjà, celui qui voit et nomme en même temps, celui qui enregistre les choses importantes sans besoin d'archives, parce qu'il les garde quelque part de plus profond et de plus permanent que n'importe quel tiroir ou dossier, ou coffre-fort. Au moment venu, et Valentine passa près d'elle, en se dirigeant vers le petit hôtel improvisé entre les Glycines et la Fontaine, Madame Colette tendit la main et prit la sienne pendant exactement 3 secondes. Elle ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. En ces 3 secondes, tout était là. La nuit de gala, et la main arrêtée en l'air, et le carnet bleu, et les après-midi de thé près de la fenêtre, et la lumière qui entre par les fissures. Et les 17 mois de procédure légale, et le premier jour de faculté, et le dîner dans le Marais, et les 8 mois qui avaient construit lentement et avec soin, ce que ce matin de novembre se nommait à voix haute, sous un figuier fleuri hors saison. Valentine serra sa main et continua à marcher. Cette nuit-là, bien après que les invités fussent partis et que la maison eut retrouvé sa quiétude habituelle, Valentine sortit seule dans le jardin. Il était tard. La ville la nuit a son propre son, lointain, constant, comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Et le jardin, sous ce son, était un espace qui appartenait à une autre échelle de temps, plus lente, plus profonde, plus semblable aux choses qui durent. Elle s'assit sur le banc de pierre près de la fontaine. Elle pensa à sa grand-mère Solange, au petit appartement et aux problèmes pliés comme du linge et aux fissures par où entre la lumière. Elle pensa aux 14 ans de travail et au carnet bleu et à la nuit où elle arrêta une main en l'air sans savoir exactement où cela allait. L'amener. La fontaine de pierre continuait son murmure. Les Glycines étaient d'un magenta foncé sous la lumière des lampes de sécurité. Le figuier, déjà sans fleurs à nouveau, attendait sa prochaine saison avec la patience tranquille des arbres qui savent qu'ils reviennent. Valentine Dubois. Valentine Dubois de Valois depuis ce matin. Bien que le nom lui allât encore un peu grand, comme les vêtements neufs que l'on achète en sachant qu'avec le temps ils s'adapteront au corps, elle respira l'air du jardin qu'elle avait taillé et arrosé et soigné pendant plus d'1 an. Et elle pensa que sa grand-mère avait raison. Les fissures existent et par elles, si l'on apprend à regarder, entre exactement assez de lumière.